Donc, merci encore de votre invitation. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cercal Qualitel Certification, c'est une société, c'est un organisme certificateur de logement qui a pour vocation à promouvoir la qualité à travers une méthodologie. On a un statut particulier c'est rare pour une société de droit privé. On est rattaché à 100% à une filiale qui s'appelle Qualitel et qui, elle, est une association qui a été créée il y a une cinquantaine d'années pour, à l'époque, promouvoir également la qualité de l'habitat, bien sûr, mais aussi réduire la consommation énergétique. Au sein de l'association Qualitel, vous avez retrouvé l'ensemble des acteurs de l'offre de logement en France. Vous avez retrouvé les associations de consommateurs, mais pas que, les bailleurs sociaux, les promoteurs, l'ordre des architectes, évidemment, le CSTB, les contrôleurs techniques, je ne vais pas tous les citer, les économistes de la construction. Il y a une trentaine d'acteurs qui définissent les orientations stratégiques et qui valident les applicatifs ou les référentiels, si vous voulez, qu'on délivre où que ce soit. Aujourd'hui, les référentiels de certification portent le même nom. euh, le cadre de référence est le même avec des thématiques qui sont identiques, mais le contenu diffère. Et on aura l'occasion de revenir dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, on engage en certification entre 100 et 120 000 logements par an, collectifs et individuels groupés. On travaille globalement, et après je reviendrai sur l'outre-mer et bien sûr sur la Guyane, on travaille avec les bailleurs sociaux, donc on travaille en social et aussi en accession. On a quasiment la parité, on a peut-être un peu plus de social l'année dernière, mais dans l'ensemble, on travaille avec les deux. L'activité aujourd'hui, elle est portée par la construction. Donc on travaille beaucoup en logement neuf. On a aussi un NF Habitat et NF Habitat HQE en rénovation. Et on doit engager en certification au réno entre 20 et 30 000 logements par an. On pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux en rénovation qu'en logement neuf, mais l'activité, elle a été mise en place quand je dis récemment, il y a une quinzaine d'années en métropole. Bon, on a moins de retour d'expérience, on a moins d'antériorité sur la rénovation, mais avec le temps, je pense qu'on aura à terme la parité. On travaille aussi à l'international. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis Cédric Caillé, je suis en charge de l'activité outre-mer de Cercal depuis maintenant quelques années et également de l'activité internationale. Donc, je fermerai rapidement la parenthèse sur l'international. On a une petite structure, Cercal, c'est 150 personnes et moi, dans mon service, on est trois. Donc, c'est l'outre-mer qui nous occupe une bonne partie du temps et puis à l'international, c'est 3 pays. On travaille beaucoup au Brésil avec une fondation qui s'appelle Vanzolini à Sao Paulo, mais qui certifie environ 6 000 logements par an. On travaille au Maroc, en construction également. Et puis on travaille avec une foncière logement qui s'appelle Covivio, qui certifie l'ensemble de son parc en exploitation, avec la mise en place d'indicateurs de qualité. Et je ferme tout de suite la parenthèse. Donc NF Habitat, qui s'articule autour d'exigences essentielles. Alors il y a les exigences de la RT ADOM, on ne va pas forcément au-delà. Et puis après, il y a quelques thématiques supplémentaires. Et puis quand on est en HQE, on va au-delà, évidemment, et notamment sur le confort hygrothermique. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, donc, on est présent en construction, en rénovation, et puis également en exploitation, en copropriété et en pleine propriété. En Outre-mer, l'activité est portée par le logement neuf. On commence à travailler à La Réunion en rénovation. On a une certif qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui ne prenait pas. Là, ça commence à venir, c'est long, et ça vient. Et puis, on est présent en Guadeloupe depuis très peu de temps en rénovation. On doit avoir 300 ou 400 logements en cours d'évaluation. Donc le gros est porté par le logement neuf. Très rapidement, alors pourquoi les maîtres d'ouvrage s'engagent à certifier leurs opérations? Après tout, c'est une démarche volontaire, personne ne les y pousse. Donc il y a quelques années, les bailleurs et les promoteurs nous ont demandé d'objectiver les bénéfices de la certification. À quoi ça sert pour l'utilisateur final, pour le locataire ou l'acquéreur. Donc Ipsos a interrogé 20 000 personnes 20 000 locataires ou acquéreurs de logements certifiés ou pas certifiés pour faire ressortir les bénéfices objectifs de logements qui sont certifiés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc j'ai fait un extrait de l'étude, mais qu'on peut vous envoyer si ça vous intéresse. Alors, avec comment dirais-je, une parenthèse, c'est que les 20 000 personnes ont été interviewées en métropole. L'étude n'a pas encore été faite en Outre-mer, on n'a pas suffisamment de recul, mais ça donne des éléments d'information néanmoins.
Donc, avec un taux de gens qui sont très satisfaits sur le niveau de la consommation énergétique, avec des logements qui ventilent mieux, avec un meilleur confort, alors confort thermique d'hiver en métropole, mais aussi d'été, puisque dans certaines métropoles, on crève de chaud depuis maintenant quelques années, et avec un taux de satisfaction qui est plutôt très bon sur le niveau d'humidité. Donc, en fait, la certification, ça sert avant tout à améliorer substantiellement le confort des gens dans leur logement. Il n'y a pas de caractère obligatoire à faire avec nous. Mais en tout cas, les promoteurs et les maîtres d'ouvrage sociaux qui s'engagent à nos côtés, bah, c'est justement pour se structurer autour d'exigences qui sont contrôlées en phase conception et puis en phase de réalisation, mais on aura l'occasion d'y revenir, par un organisme tiers et indépendant. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, je vais passer très rapidement à nos partenaires institutionnels qui sont importants. La certification, elle est aussi portée par les collectivités locales. On a beaucoup de conventions de partenariat avec des prescripteurs, que peuvent être les aménageurs, les régions, les départements, les villes. L'outre-mer ne fait pas exception. On a des partenariats avec la région Réunion, avec les EPCI également. Et en Guyane, on a un partenariat très important avec avec la CTG, qui porte politiquement le sujet et qui nous accompagne, qui accompagne tout du moins les maîtres d'ouvrage financièrement, et qui nous aide à co-construire le référentiel, comme certains d'entre vous autour de la table, puisque les référentiels sont adaptés sur chaque territoire. C'est ce qui nous anime, mais c'est aussi une vraie difficulté économique parce qu'il faut amortir une certif sur un territoire, et ce qui s'applique aujourd'hui en Guyane s'applique. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes exigences, que ce soit à La Réunion, à Mayotte ou aux Antilles. Donc ça nous contraint à se mettre autour de la table et à avoir un outil qui est pleinement adapté, si vous voulez, aux besoins des partenaires locaux. Donc voilà, les partenaires institutionnels en Guyane, donc il y a évidemment bien sûr la CTG, il y a l'EPFAG qui est très présent à nos côtés, puis qui recommande la certification dans le cadre de l'EIN, et puis la DEAL, puisque je rappelle que la certification NF Habitat HQE permet une exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie, donc, ce qui permet à un moment donné d'améliorer l'équilibre financier des opérations. Depuis maintenant quelques années, les finances des opérations sont vraiment très difficiles. Il est difficile d'équilibrer les opérations de logement en métropole, en outre-mer notamment. Donc, le fait qu'il y ait des éco-conditionnalités qui soient fléchées sur la certification permet à un instant T au maître d'ouvrage d'y aller plus volontairement. Le dernier prêt bonifié, alors il y a un prêt bonifié qui existe, qui s'appelle le prêt plus construction verte et qui est délivré par la Banque des Territoires. Il est fléché sur les seuils 2028 de mémoire de la RE 2020 en métropole. La RE 2020 ne s'appliquant pas en Outre-mer, la Banque des Territoires l'applique sur la base de la certification NF Habitat HQE. Et ça, quel que soit aux Antilles, en Guyane ou à La Réunion. Et s'applique également à Mayotte. Voilà. Alors, pour revenir sur le processus de certification, déjà, on se met d'accord sur un cadre, sur des exigences. Donc, ça a été 1 an ou 2 ans de travail il y a quelques années. Et puis, le référentiel, il n'est pas figé dans le temps. Il a vocation à évoluer euh, parce que les besoins évoluent. Et donc, on a un comité NF Habitat Guyane euh, qui est présidé par l'élu de la CTG, qui est coprésidé par la direction générale de Cercal, et qui se réalise 1 fois par an. Et autour de la table, vous avez, alors à quoi, évidemment, hein, et pas que, vous avez les architectes, vous avez les BET, les contrôleurs techniques, la CTG, les PFAG. Bref, vous avez à peu près une vingtaine, entre 15 et 20 acteurs. Les contrôleurs techniques, il faut que je les cite, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et l'objectif est de faire un retour d'expérience sur les opérations qui sont enclenchées en certification, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, de manière à améliorer les choses et avoir un outil qui est pleinement opérationnel. Le processus de certification lui-même, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un cadre avec des exigences, derrière, aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage plébiscitent la certification, mais globalement, puisqu'on a une activité sur un marché qui faiblit, le marché du logement, et globalement, hein, je ne parle pas de la Guyane, on a une activité qui progresse, tout du moins en Outre-mer et à l'international. Les maîtres d'ouvrage nous plébiscitent, pourquoi? Parce qu'on est tiers et indépendant et qu'il y a un accompagnement avec un évaluateur qui est implanté localement et qui va évaluer
techniquement les opérations à travers 3 phases. Revue de projet, ça c'est le jargon de Cercal. Revue de projet, évaluation marché, qui se font respectivement en phase avant-projet détaillé, en phase pro et en phase dossier marché signé. Donc, on accompagne la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur toutes les étapes de conception essentielles. Et puis, vous avez ensuite un contrôle de conformité qui est fait au moment de la réception des travaux. Donc ça, c'est le processus qui existe et qui s'appelle le processus P1. Puis on a un processus collaboratif qui permet, moyennant un référent HQE, qui permet d'alléger le processus d'évaluation sur les 2 premières étapes. Bon, on a un acteur en Outre-mer qui passe en P1 collaboratif. C'est un acteur guyanais, hein, c'est la SODIM, mais qui a décidé de passer en P1 collaboratif sur certaines de ses opérations, pas sur toutes. Mais ce processus-là, en tout cas, il a vocation à se développer progressivement. Et il permet un allègement des contrôles, en fait. Moyennant quoi, il y a un référent HQE. Le référent HQE peut être architecte. C'est le cas notamment sur les opérations de la SODIM. Alors, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Gardez pas vos questions pour la fin. Hein. Surtout, vous me coupez hein, si c'est nécessaire. C'est pas simple d'animer à distance. J'aurais préféré être parmi vous. Je le serai bientôt, mais, mais pas ce soir. Ou cet après-midi, en tout cas. Voilà, ce qui s'affiche à l'écran, c'est le cadre de référence du bâtiment durable de l'association HQE. Quand on parle de référentiel et de cadre, c'est 3 engagements qui se déclinent à gauche en biais. Vous avez la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Le cadre, en fait, englobe un certain nombre de thématiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le paquet simplement sur l'énergie, puis laisser tomber tout le reste. On n'est pas dans le cadre d'un label monocritère. On est vraiment dans le cadre d'une certification multicritère qui permet d'aborder en fait le confort et la performance, mais d'une manière globale en s'attachant finalement à la qualité intrinsèque du logement, qu'il soit collectif ou en individuel groupé. Donc, alors là, vous avez. Alors, la qualité de vie va se décliner en plusieurs thématiques. Ça, les thématiques, elles sont identiques à tous les territoires, y compris à l'international. C'est le même cadre qui s'applique. Le contenu, par contre, diffère. Donc, je fais le lien avec les éléments de la RT ADOM qui ont été présentés tout à l'heure. On va retrouver évidemment dans le confort hygrothermique et la qualité acoustique des exigences qui sont liées à la RT ADOM, mais qui ne seront pas forcément les mêmes aux Antilles, car les réglementations sont différentes, en tout cas sur la partie thermique. On va retrouver la performance énergétique, mais on va s'intéresser aussi à l'eau. On s'intéresse à la valorisation des ressources locales et aussi également à l'enveloppe, dont la durabilité sera évaluée en fonction de la durabilité des matériaux qui seront utilisés. Tout ce qui est coché en pointillé, enfin toutes les thématiques qui sont en pointillé sont des thématiques sur lesquelles qui ne sont pas obligatoires pour le moment, enfin qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, quoi. Elles existent, mais elles ne sont pas encore définies et applicables en Outre-mer, tout du moins en Guyane. Dans le changement climatique, il faut y voir l'ACV, l'analyse de cycle de vie qu'on demande, qui est une obligation quand on est en métropole, mais qui n'est pas encore quand on est en Outre-mer. Vous avez la possibilité de zoomer un peu sur les cibles, parce qu'on a du mal avec la définition là, pour les. Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, je ne vais pas vous passer en revue tout le référentiel. J'ai fait un extrait de quelques exigences qui sont structurantes et qui comment dirais-je, précisent le mode de fonctionnement du référentiel et de quelle manière il faut lire les exigences et de quelle manière elles s'intègrent. Est-ce que vous voyez bien l'écran là? Zoomer, ce serait quand même mieux. On voit, mais on a du mal à distinguer les mots quand même. Bon, alors il faut que je zoome. C'est mieux là? Ah, là, c'est beaucoup mieux. Et pour le coup, je vois rien. C'est pas très grave. C'est- Là, on lit toujours. ouais, On enlève. Est-ce que là, vous voyez tout l'écran? Oui, oui. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas d'excuses, je suis censé connaître par cœur. Sur la partie confort hygrothermique, la notion de brasseur d'air, évidemment, elle est importante. Et là, en fait, on a repris en fait les exigences de la RT ADOM et on dit il y aura des brasseurs d'air ou des attentes. Les brasseurs d'air sont imposés dans les chambres, évidemment, quand
quand les chambres ventilent de manière autonome, avec deux ouvertures. Donc, quand il y a une ventilation de manière autonome, il n'y a pas besoin de brasseur d'air, il y aura juste une attente. Quand ce n'est pas le cas, les brasseurs d'air sont obligatoires. Et puis après, vous avez un système de notation qui est juste à côté. Alors, en fait, il faut comprendre, c'est très simple en fait, hein. NF Habitat, donc on répond à toutes les exigences qui sont cochées en NF. Quand on est en HQE, niveau d'entrée, eh ben, on répond à toutes les exigences qui sont cochées en NF Habitat HQE 1 point. Et on ne se préoccupe pas des profils supérieurs en 2 ou 3 points. Aujourd'hui, pour être franc, hein, on a plus de 4000 logements qui sont embarqués en certification en Guyane. C'est beaucoup, hein. On a près de 15 000 logements en tout, dont 8 ou 9 000 à La Réunion. Mais à La Réunion, c'est normal, on est présent depuis 2010. En Guyane, on est présent depuis 2019, donc 10 ans après. On en a beaucoup donc il y a vraiment une dynamique qui s'est mise en place autour de la certification. On travaille beaucoup, on va dire, sur les opérations qui sont en NF. On aimerait travailler un peu plus sur les opérations. On doit avoir 5 ou 600 logements qui sont engagés en HQE. Tout le reste est en NF Habitat. Alors, NF Habitat a l'avantage de permettre aux maîtres d'ouvrage de rentrer dans une démarche de certification. Mais l'étape d'après, quand ils le peuvent, c'est de passer en NF Habitat HQE niveau d'entrée. Après, on a quand même peu d'opérations en métropole, en outre-mer ou à l'international sur des profils supérieurs. Mais si on pouvait déjà avoir un peu plus d'opérations en HQ en Guyane, ce serait bien, d'autant plus qu'il y a un accompagnement financier qui permet d'y aller plus facilement. Alors, une fois qu'on a dit ça, je suis désolé, là j'ai ripé. Voilà, je voulais aller sur les... voilà, alors on va parler aussi porosité. Donc, qu'est-ce qu'on demande, par exemple, sur la porosité? On va demander le niveau de la RTA DOM, y compris quand on est en HQE 1 point, ou NF Habitat. Mais on va demander 25% et 20% dans les chambres. On va demander une note de calcul surtout. Et on vérifiera que la note de calcul est cohérente et que le CCTP est cohérent avec ce qui est fait et ce qui a été calculé au préalable. Donc, la certification, c'est un garde-fou, c'est une garantie qui va permettre de s'assurer que des points, qui vont au-delà de la réglementation, ou des points réglementaires, sont bien intégrés. Et qu'est-ce qu'on retrouve parfois en non-conformité en phase de conception, ce qui n'est pas le cas évidemment en exécution? Ce sont des incohérences entre les notes de calcul et puis les CCTP. C'est courant, ce n'est pas spécifique à la Guyane, on le retrouve aussi en Guyane, mais pas que, on le retrouve aussi en métropole. J'attire votre attention sur la hauteur de plafond. En Guyane, on est venu nous chercher sur la mise en place d'une exigence sur la hauteur de plafond, qui est légitime, mais qui existait à l'époque nulle part ailleurs. Donc on est parti du principe qu'en NF, on était à 2,60, et quand on est sur des niveaux supérieurs, en HQE, on est à 2,70. C'est du bon sens. Les Antillais n'ont pas voulu parce que ce n'était pas un sujet pour eux. Mais néanmoins, ces exigences-là, on les a récupérées, on les a imposées en métropole parce qu'on se retrouve en métropole avec des logements qui sont d'abord petits, mais surtout avec une hauteur de plafond qui sont parfois en dessous de 2,50. Donc du coup, l'exigence a aussi été intégrée en métropole. Toujours sur le confort hygrothermique, les facteurs solaires des baies, ça c'est un point important. En NF, c'est RTA DOM. Par contre, on force les curseurs, notamment aux orientations Est et Ouest quand on est en HQE. Et on va même un peu au-delà quand on est en profil supérieur en HQE. Donc, c'est là que ça se joue, hein. Il faut travailler ces façades. D'abord, les logements sont traversants, ils ventilent, mais aussi il faut protéger les baies, il faut protéger les façades pour limiter l'ensoleillement dans les logements. Bon, ça, je suppose que dans la salle où il y a un parterre d'architectes, vous connaissez bien votre métier, donc il y a pas de sujet. Mais ça, c'est un point important et c'est un point qui est structurant, qui est structurant et puis en plus qui peut avoir un impact financier. Donc ça, c'est vraiment un point important et qu'on demande au maître d'ouvrage d'intégrer très en amont de l'opération pour ne pas avoir de surprise. Facteur solaire des toitures, qu'on soit en NF Habitat ou en HQE, un point, c'est la même exigence que la RTA DOM. Par contre, on va au-delà quand on est en profil supérieur.
à 0,015 et on peut même être à 0,010. Donc avec de l'isolation ou toute autre forme, on n'a pas le droit de faire de recommandations sur la solution, mais on a juste un objectif dont on vérifiera qu'il est bien atteint. Et qui s'y colle? Eh ben, on a 3 évaluateurs qui sont présents en Guyane. On travaille avec des bureaux de contrôle technique, mais pas que. On peut travailler aussi avec des BET. Donc, on travaille avec Steve Stevenson de CH2, avec Emmanuel Maes, qu'on a recruté récemment de Socotec, et puis on travaille avec Olivier Thuot du bureau d'études ATA. Donc, leurs rapports d'évaluation sont faits et sont contrôlés par ma responsable technique qui s'appelle Faustine Callcenter, qui elle est en métropole et qui anime le réseau avec moi d'évaluateurs. Facteur solaire des murs, c'est pareil, on va au-delà de la RTA DOM quand on est en HQE, c'était un point important, donc il y a un effort à faire sur cet aspect-là. Sur l'aspect on parle de végétalisation, ce qu'on demande en fait, c'est au rez-de-chaussée, c'est une végétalisation ou tout du moins une protection des abords du bâtiment pour limiter l'effet albédo. Quand on est en HQE, on ne le demande pas en NF. C'est dommage qu'on ne le demande pas en NF parce que c'est une exigence qui a du sens. Mais en tout cas, voilà, on demande qu'un effort soit fait pour limiter l'accumulation de chaleur aux abords du bâtiment. Voilà, ça, c'est quelques exigences qui sont liées au confort hygrothermique. Après, sur la qualité acoustique, je ne vais pas rentrer dans le détail. On demande. Alors, il n'y a pas vraiment de sujet sur les bruits aériens parce qu'on vit quand même les fenêtres ouvertes, ce qui n'est pas le cas forcément en métropole ou en Europe. Tout du moins pas l'hiver. Par contre, il y a un effort à faire, et dès le niveau NF Habitat, quand on est en bruit de choc, donc avec les planchers, des épaisseurs de plancher qui vont bien, mais c'est surtout le revêtement de sol avec un résiduant, avec un delta LW qui doit être de 9 décibels à minima quand on est en NF et qui doit être de 15 décibels quand on est en HQE, niveau d'entrée. Et puis après, qui peut aller au-delà quand on est en profil supérieur. On pensait, nous, quand on est arrivé à La Réunion, il y a une quinzaine d'années, qu'il n'y avait pas de sujet sur l'acoustique. Et en fait, il y en a un. Nos clients aujourd'hui nous disent que les bruits aériens, bon, bah, les bruits aériens, on fait avec, mais les bruits de choc génèrent un inconfort, donc tout du moins en collectif. Donc du coup, il y a un effort qui est fait sur le sujet. Pareil pour les coursives extérieures, sur lesquelles on va demander une épaisseur de dalle suffisante pour limiter la transmission latérale des bruits de choc dans les logements qui sont contigus aux coursives extérieures. Là, donc, je sors des aspects un peu structurants. Sur la notion de fonctionnalité des lieux, on demande à ce qu'il y ait des linéaires de murs libres. Donc, vous voyez, hein, ce n'est pas simplement le confort hygrothermique, ni même la performance énergétique. C'est aussi avoir de la place pour poser ces meubles. Euh, je passe rapidement, hein. Sur les équipements sanitaires, des WC en T3, donc le logement dispose d'au moins un espace WC séparé de la salle d'eau et ventilé naturellement, ou au moins 2 WC. Ça, c'est la base. On demande des lave-mains en option quand on est en HQE 3 points. Sur les espaces privatifs extérieurs, ça, c'est une exigence qui a été, pour le coup, qui n'existe pas forcément en métropole, malheureusement, mais c'est l'imposition d'espaces privatifs extérieurs. On voit que les logements se réduisent comme peau de chagrin. Globalement, je ne parle pas de la Guyane, hein, puisque dans l'ensemble, les logements sont plutôt de taille supérieure aux autres territoires, donc tant mieux. Mais on a sur les autres territoires des logements qui sont plus petits, avec de moins en moins d'espace extérieur. Or, en Outre-mer, on vit à l'extérieur, donc c'est important qu'on puisse conserver une terrasse, une varangue, qui permettent aux gens une forme de confort qui est quand même pas négligeable en climat équatorial. Quand on est, alors qu'est-ce qu'on demande sur alors là on sort de la partie WC, on arrive sur la contribution des produits de construction à la qualité de l'air intérieur. Alors les bois, on n'impose pas de bois, on n'impose pas systématiquement du bois. Par contre, on dit que si il y a du bois, bah, ils doivent être traités. Si ils sont pas traités naturellement, ils doivent être traités par des produits qui vont bien, que vous connaissez d'ailleurs. Sur la ventilation des salles d'eau, bah, il y a des efforts à faire qui sont supplémentaires, avec des ouvertures sur l'extérieur pour les salles d'eau avec WC. Quand on est en HQ
en profil supérieur. Et puis, quand on est en NF Habitat, ben, on a repris quelques exigences de la RT ADOM qu'on a intégrées parce qu'elles nous semblaient être de bon sens. Et on a parfois des écarts, hein, ça arrive, sur ces sujets-là, qu'on soit en cuisine, en salle de bain ou en WC, et en NF. Donc, parfois, on nous dit qu'en NF Habitat, on va pas assez loin. C'est vrai, vous avez raison, on va pas assez loin en NF Habitat. Mais malgré tout, la certification, un NF Habitat est mieux que pas de certification du tout. On arrive à récupérer des opérations pour lesquelles ben, tout n'a pas forcément été intégré, ne serait-ce que sur des exigences qui sont de bon sens et qui sont surtout réglementaires. Euh, sur la performance énergétique, en fait, il n'y a pas de label énergétique quand on est en outre-mer. Il n'y a pas de label énergétique parce que vous avez d'emblée des logements qui sont performants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de chauffage et puis votre l'eau chaude est solaire. Donc à partir de là, vous avez déjà des bâtiments qui sont avec moins d'équipements, donc en carbone qui sont pas mauvais, et puis surtout en consommation énergétique qui consomment moins que sur d'autres territoires. Néanmoins, il y a quand même, on peut toujours faire mieux. Donc, on va demander un effort sur le taux de couverture solaire des besoins en eau chaude. On va jusqu'à 85%. Là, typiquement, c'est une exigence sur laquelle on pourrait aller un peu au-delà. 70%, toutes les opérations y sont déjà, hein. Donc, on proposera probablement l'année prochaine ou cette année, là, au comité NF Habitat, à la fin de l'année, au dernier trimestre, peut-être de fixer un objectif qui va un peu au-delà. Mais en fait, c'est pas Cercal qui décide, hein. Cercal propose et puis les partenaires valident derrière. Après, quand on n'est pas d'accord, bon, ça discute. C'est pas toujours facile de mettre d'accord les partenaires. Et là, c'est globalement, hein, c'est c'est ce qu'on remarque. Mais dans l'ensemble, l'objectif, c'est voilà, c'est un processus d'amélioration continue, mais qui doit obtenir l'aval de l'ensemble des parties prenantes. Après, on a des exigences sur l'inclinaison des panneaux solaires, évidemment. Les panneaux doivent être correctement inclinés. C'est la base. La durée de temporisation de l'éclairage dans les parties communes, c'est pareil. Donc, on vérifie que dans les CCTP, on est OK, mais c'est surtout on vérifie que les durées de temporisation sont conformes quand on est en phase de livraison. Et ce n'est pas toujours le cas. Euh, on va parler de l'eau aussi, la réduction des consommations d'eau avec des choses qui sont basiques, des chasses d'eau qui fonctionnent, je le rappelle. On a souvent des chasses d'eau qui sont mises mais qui ne fonctionnent pas. Vous appuyez sur le 3 litres, c'est 6 litres qui tombent, enfin, ou des chasses d'eau qui fuient. Donc l'objectif, voilà, c'est d'avoir un équipement qui fonctionne avec une pression d'alimentation qui est limitée à 3 bars pour pérenniser les équipements de robinetterie. Sur l'utilisation de ressources renouvelables, bah, c'est un volume de bois qui doit être imposé quand on est en HQ à un point. Cette exigence-là, ça c'est anciennement le décret bois qui existait à l'époque il y a quelques années, puis qui n'existe plus, et que les partenaires, notamment en Outre-mer, ont souhaité valoriser dans le référentiel. Donc du coup, on l'a réintégré, et aujourd'hui, on demande 7 décimètres cubes par mètre carré de surface, donc c'est une note de calcul, et on s'assure que c'est bien intégré. Bon, biodiversité, donc il y a des exigences sur la biodiversité, des exigences qui sont de bon sens. Les espaces plantés sont non invasifs, peu allergènes. Une mission paysagiste, c'est la base quand on est en HQE 3 points. Euh, sur la durabilité de l'enveloppe, bah, l'enveloppe va être évaluée en fonction de la durabilité des matériaux qui sont utilisés. Ça, c'est une chose. La classification AEV des mesures extérieures est vérifiée, elle est contrôlée, elle dépend en fait de la localisation de l'opération. Donc, on vérifie que c'est bien intégré. Quand les châssis sont en aluminium, on vérifie que les châssis, que l'aluminium est bien. Cédric, Oui, c'est Fabien là. C'est juste une oui, question sur les AEV. Ça m'étonne oui. tout un peu. Il n'y a pas une contradiction entre l'AEV et la ventilation naturelle? Si, si. Ben alors à ce moment-là, il y a une contradiction avec la classification AEV, la ventilation naturelle et puis l'acoustique. On ne peut pas avoir. euh, Si on est à proximité d'une voie classée, en Outre-mer, il y en a quelques-unes quand même, et avoir, on ne peut pas ventiler un logement. Si, moi je partage. Je partage.
Alors, on a quand même mis à l'exception des fenêtres jalousie parce que c'est compliqué, mais, mais quand on est à proximité en fait, quand on est à proximité euh, d'embruns, par exemple, marins, quand on est à proximité de la plage, de la mer, il faut avoir des châssis qui tiennent quoi, hein, dans le temps. Donc, et avoir la possibilité de fermer ses fenêtres et d'avoir des fenêtres étanches en cas de cyclone ou en cas de tempête tropicale. Mais on est d'accord qu'on ne vit pas les fenêtres fermées. Donc, bon. Ça nous paraît néanmoins important de vérifier ce point-là, hein, mais bon, Merci. pas de souci. Euh, alors, valorisation des ressources locales. Quand on est au HQ1, point utilisation des ressources locales pour les ouvrages hors gros œuvres, alors on a dit une ressource locale pour les ouvrages hors gros œuvres, sans imposer la ressource spécifique, mais nous, ce qu'on souhaite, euh, c'est avoir derrière des filières qui se mettent en place. Je sais bien que c'est compliqué, euh, que c'est pas facile, mais idéalement, ce qu'on souhaiterait, nous, Cercal, c'est à terme, hein, c'est limiter l'import des matériaux, en tout cas des matériaux que vous pouvez produire localement. Donc c'est pour ça qu'on est exigeant sans lettres. Une ressource locale, c'est pas la mer à boire. On laisse le choix au maître d'ouvrage et surtout à la maîtrise d'œuvre de définir. Mais quand on est en HQE, idéalement, il faudrait le coller dès le niveau NF Habitat, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, du coup, c'est un premier pas, c'est un premier niveau d'exigence, mais il y a actuellement des démarches qui sont mises en place pour pouvoir développer les filières localement en Outre-mer et notamment en Guyane. Euh, Les donc, parfums, euh, les parfums comptent dans la ressource locale. je Les, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. les parfums, les agglomératiments comptent dans des ressources locales. Pas à ma connaissance, non. Le parpaing, c'est une ressource locale, le parpaing, il est fait localement. La sable, l'eau, le gravier, oui, c'est local. Et la fabrication aussi, il n'y a que le clinker qui est important. Je sais pas. Enfin, ça, je poserai la question chez nous à la direction technique. Je ne sais pas vous répondre. J'avais pas ça en tête, mais je suis pas. Je poserai la question à nos experts techniques chez nous. Euh, Dans l'exemple, on a mis par exemple bois brique. Hein, c'est pas mouillé. On n'a Ça, pas mis le partout. et le gros œuvre, est-ce que vous considérez que c'est la même chose? Pardon, j'ai pas entendu. Le gros œuvre, est-ce que c'est la même chose puisque vous mettez les briques, pourquoi pas les parfums? Ça peut. Je vais pas me mettre en danger là. Hein. Je reviendrai vers vous, ou tout du moins vers Aqua, on vous fera parvenir les éléments de réponse. Vous pensez que ça en fait partie? C'est ça, hein, votre point de vue. On ne souhaite pas forcément que ça vous fasse partie. Voilà. De fait, la définition qui est proposée, ça pourrait en faire partie. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Euh, ok. Bon, on vous apportera la réponse. Mais aujourd'hui, j'en sais rien en fait. Moi, j'avais pas ça du tout en tête. Hein. C'est pas l'idée je pense pas que ce soit l'idée de la rubrique. Mais bon. Moi non plus. Voilà, c'est pour ça. Ouais, merci beaucoup de l'avoir gardé pour la fin. Parce que là, on a fait le tour des thématiques. Je vérifie qu'il n'y a rien derrière. Voilà, donc j'ai pas passé toutes les thématiques en revue euh, parce que le référentiel il est épais et puis là on a 20 minutes. Puis ça se veut être un échange convivial. En fait, je vous ai présenté les thématiques qui sont un peu structurantes, hein, encore une fois, et puis sur lesquelles on a quand même pas mal de questions. Sur aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place en Guyane, qui est portée par la CTG, mais qui est aussi portée par les partenaires locaux. À quoi on fait partie?
je veux dire, on a plus de 4000 logements. Enfin, les maîtres d'ouvrage s'y sont mis. Alors, on n'a pas encore, voilà, on a des opérations HQE, mais pour l'instant, on a plus d'opérations NF. Mais je veux dire, il y a une dynamique qui s'est vraiment enclenchée qu'on n'a pas forcément sur l'autre territoire. Donc, c'est vraiment un travail collectif qui est remis en cause tous les ans, en fait, hein, à travers le comité, qui est fait en présentiel et qui est fait pour le moment sur la construction. On nous a sollicité là, fin octobre, sur le sujet de la réhabilitation. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus d'opérations qui sont financées en LBU, en réno. La question, c'est de ne pas pondre des référentiels quand il n'y a pas de besoin, mais c'est de dire, voilà, est-ce qu'il y a besoin ou il n'y a pas besoin. Donc aujourd'hui, la DEAL nous a demandé de réfléchir sur le sujet, la CTG aussi. Mais pour ça, pour avancer, il faut qu'on ait des opérations. Donc voilà, maintenant, la balle est plutôt dans le camp de la maîtrise d'ouvrage. J'avais présenté la rénovation qu'on a mis en place aux Antilles à la SEM-Samar. Ça pourrait être un sujet pour la Simco Sigui, enfin, pardon, pour Deux Terres Habitat. Mais pour le moment, on n'a pas d'opérations qui sont engagées. Par contre, on a aujourd'hui 2 référentiels rénovation qui tournent, enfin qui commencent à tourner en Outre-mer. Il y en a un à La Réunion et un aux Antilles, qui sont différents, hein. Enfin, il y a un socle commun d'exigences, mais il y a toutes les exigences ne sont pas communes. Donc il y a eu un travail qui a été fait en Guadeloupe, et le référentiel Réno en Guadeloupe a été lancé en juin dernier. Donc c'est pas le tout de lancer les référentiels, hein. Après, il faut les faire vivre et il faut les faire intégrer à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Donc voilà, s'il y a un besoin en rénovation en Guyane, on saura y répondre, mais pas dans la précipitation, de manière réfléchie et avec les partenaires. Le référentiel réhabilitation des Antilles, par exemple, vous partez du référentiel 9, il y a des choses très différentes, ça n'a rien à voir ou Ah pas? non. Enfin, d'abord, alors attendez, je vais départager. Je ne sais pas comment on fait du coup. Il y a marqué arrêter le partage quelque part. Ok, arrêtez le partage. Ah, c'est bon. Je vous vois pas, c'est normal? Il n'y a pas de caméra? J'en ai une. Vous me verrez que moi. Je sais pas si c'est la meilleure vue. Non, non, bah non. Enfin, on fait comme vous voulez, il y a pas de souci. Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, voilà. Non, en réhabilitation, c'est plus compliqué de faire de la rénovation hors certif, hein, que partir d'une page blanche. On est souvent en réno. La plupart des réhabilitations nous qu'on a, elles sont en site occupé. Donc les entreprises ne sont pas forcément structurées de la même façon. Celles qui font du neuf ne savent pas forcément faire de la réno. Donc les exigences, c'est clairement, ne sont pas les mêmes. Si, ne serait-ce que si vous intégrez les exigences de la RTA DOM en rénovation, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que si la porosité n'y est pas, si les logements ne sont pas traversants, ça veut dire qu'il faut retoucher la structure. Non, les exigences ne sont pas les mêmes. Quand on est en HQE, il y a 2 thématiques qui sont importantes que je ne vous ai pas présentées, qui concourent à l'organisation du maître d'ouvrage. C'est le management, enfin, c'est le SMR, le système management responsable, l'analyse de site et le programme, et puis le chantier à faible nuisance avec quelques exigences sur le chantier. Là, on a des exigences qui sont similaires. L'analyse de site, elle est à faire pour favoriser l'intégration de l'AREA dans son environnement proche. Euh, Mais bon, c'est tout, quoi, hein. Sur les thématiques techniques, sur le confort hygrothermique, on ne parle même pas d'acoustique. Parler d'acoustique en réhabilitation, alors que ce serait un sujet, moi, les architectes nous disent, mais pas en Guyane, hein, mais à plusieurs reprises, on a eu le cas, les archis nous disent, pour isoler un logement en réno, il faut que je fasse une boîte dans la boîte. Donc on perd en superficie et c'est très difficile. Donc non, les exigences du neuf, elles ne s'appliquent pas. On part sur autre chose. On retravaille ce qui est possible de travailler. Alors, sur des profils supérieurs, on peut parler de bruit d'impact, par exemple. On peut parler de percer les façades, mais pas sur un niveau NF Habitat, ni même sur un niveau NF Habitat HQE 1 point. Par exemple, quand on est en NF Habitat HQE, on va demander euh, un facteur solaire toiture. Ça, on le demande. On ne le demande, par contre, que si le bilan patrimoine habitat, qui est un diagnostic qui est fait en amont des évaluations techniques, donc c'est une étape en plus par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, si le BPH, donc le bilan patrimoine habitat, identifie
une problématique de confort hygrothermique. Donc, c'est le diagnostiqueur qui déboule dans les logements et qui interroge les locataires. Et puis, c'est son ressenti aussi à lui. Là, on va imposer un facteur solaire toiture. On peut même imposer un facteur solaire des baies. Mais on imposera, voilà, on est mesuré dans les exigences. Pourquoi? Parce que si on va trop loin, et c'était le cas à La Réunion. À La Réunion, on a un référentiel en rénovation qui correspondait à du NF Habitat HQE 1 depuis 2014. On n'a pas eu une seule opération en 10 ans. Voilà. Donc il a fallu remanier toutes les exigences et avoir un niveau d'exigence qui est atteignable, si vous voulez. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à travailler. Mais c'est dur, hein. La réhabilitation en certif, c'est pas simple. Donc, et on pense qu'il y a un vrai enjeu. Mais c'est pas simple non plus en métropole, hein. On a mis des années à avoir quelques dizaines de milliers de logements en certification en métropole. On a, je sais pas, 15 ou 20 ans de retour d'expérience. On a beaucoup moins de retour d'expérience en Outre-mer. Donc les choses vont se faire progressivement. Il y a des aides aussi financières, il y a des incitations financières sur la réhabilitation. Et non. Et c'est ça qui pêche aujourd'hui. Quand je dis et non, on a à La Réunion, par exemple, la CINOR, le PCI du nord de La Réunion, qui reconnaît la certification comme un outil qui les aide dans le PLH et qui peut aider les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, donc ils le financent. Mais c'est tout, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'exonération de TFPB fléchée sur la réno. On n'a pas, si vous voulez, de financement ou de prêts bonifiés sur la réhabilitation. Excuse-moi, parce qu'on a travaillé dernièrement avec l'État et il y a quand même aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, pour les logements datant de plus de 20 ans, le crédit d'impôt. Donc, ils ont obtenu ça au mois de, je crois, octobre 2025, au niveau, en fait, pour pouvoir réhabiliter, en fait, le patrimoine datant de plus de 20 ans. Et en Guyane, on a 50% en fait, du logement social qui date de plus de 20 ans. Donc, il y a quand même des dispositifs, même si, voilà, ça pourrait être encore plus ambitieux. Mais il y a aussi l'éco-prêt aussi, Oui. qui a des critères environnementaux, en fait. Donc, nous, on a demandé ça sur le terrain, on a fait des demandes, on respecte un certain nombre de critères. Il existe, merci beaucoup de la précision, Calto, il existe effectivement, bien sûr, et heureusement, de l'ingénierie financière qui est fléchée sur la réno, mais elle n'est pas fléchée sur la certification. C'est ça que j'avais compris dans votre question, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éco-conditionnalités qui sont fléchées sur la réhabilitation en certification. Ça pourrait venir, hein. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il vous reste des questions pour Monsieur Caillé? Je t'en prie. Une dernière, le fait qu'il n'y ait pas plus d'opérations HQE, est-ce que l'incitation, enfin la balance entre le surcoût des travaux et l'avantage fiscal, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas plus d'opérations HQE? Bah, enfin, tous les ans, on en reparle en comité NF et tous les ans, on rebalaye les exigences qui pourraient impacter l'équilibre financier de l'opération. Mais après, je laisserai peut-être les maîtres d'ouvrage répondre. Moi, je ne suis pas maître d'ouvrage. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a quand même des financements qui sont importants en Guyane et qu'on n'a pas forcément ailleurs, hein. En tout cas, sur les montants qui sont proposés par la CTG. Donc, si on part des financements CTG avec l'exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie et qu'on rajoute le prêt plus construction verte de la Banque des Territoires, qui est récent, hein, pour le coup, qui est très récent, eh ben, on devrait pouvoir avoir un avis sur le sujet. Mais aujourd'hui, on a quoi? On a 5 ou 6 opérations. Alors, il y en a une qui est certifiée et qui n'est pas encore tout à fait livrée à Rémire-Montjoly. Donc, je ne sais pas vous répondre sur ça. Elle fait partie des premières opérations. On a trop peu de retours d'expérience, en tout cas d'opérations qui sont certifiées HQE et livrées, pour que je puisse vous répondre aujourd'hui, quoi. En fait, Mais les partenaires
évoqué lors du dernier comité NF Habitat, les bailleurs, c'était la question de l'intégration en fait du process, puisqu'effectivement il y avait une phase d'expérimentation 2019 à 2021, je parle du contrôle, et ensuite donc le déploiement en fait de NF Habitat. Et donc c'est encore tout frais, puisque 2021-2025, donc HQE demande en fait une expertise encore plus poussée. Et pour l'instant, donc, ils sont encore dans l'appropriation, en fait, de toute la procédure NF Habitat, et même si on a une ou deux opérations, en fait, HQE qui est en. Donc, il y a aussi ce temps de gestion, d'appropriation, de monter aussi en expertise, qu'il faut laisser, en fait, aux acteurs. Après, on a un sujet, nous, c'est sur le choc solaire, en fait, qui est vraiment très compliqué à maintenir. Et en très très peu de temps, en fait, les installations n'existent pas. On a, voilà, on n'est pas, on pêche aussi peut-être un peu sur la maintenance, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve à devoir renouveler les chauffe-eau solaires au bout de 3 ans. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit particulièrement écologique. Donc là-dessus, je pense qu'il faudrait peut-être se pencher sur le sujet et faire un état des lieux, savoir un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est des problématiques de dimensionnement qu'il faudrait adapter un peu mieux au contexte bien-être? Le système aussi. Le système aussi, on a un problème sur la qualité de l'eau aussi, qui est très particulier en Guyane. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets. Nous, on n'a pas encore fait le tour de l'ensemble des contraintes. Mais c'est sur le long terme, c'est extrêmement coûteux pour nous. Et c'est important parce que dans le cadre de l'évolution de la RTA DOM, il y a la question de l'indice du confort thermique. Donc, avant, on avait plutôt une obligation de moyens. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus une obligation de résultats. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir tous ces paramètres-là et quelle articulation on fait avec la certification NF, mais également est-ce qu'on ne serait pas amené petit à petit pour atteindre ces résultats à devoir se rapprocher plutôt de la norme HQE. Sur la question de choses solaires, on l'avait enregistré. J'ai un doute. Celui-ci, je ne pense pas. Mais en effet, effectivement, l'an dernier, ou il y a 2 ans, 2024, je crois, une REP, pareil, sur l'eau chaude sanitaire collective. Et effectivement, c'était, je crois, la Simco à l'époque qui nous avait remonté l'information comme quoi ils avaient beaucoup de mal à trouver des entreprises compétentes pour la maintenance. Donc là, en fait, ce qui en ressortait, c'est que c'était beaucoup des sujets de conception et de mise en œuvre qui posaient des soucis et qui pouvaient compliquer la maintenance en fonction de ce qu'on fait. Si les bonnes décisions sont prises au départ, ça peut permettre d'avoir une maintenance qui est sur la facilité et simple. Et si elles ne sont pas faites, à ce moment-là, ça devient très complexe. C'est là que ça devient compliqué à maintenir. Ce que j'en avais retenu, c'est que le plus simple, en fait, c'était d'avoir les ballons accessibles dans les parties communes, en fait. Mais au niveau des surfaces financées, c'est aussi aux bailleurs sociaux aussi de l'imposer aussi peut-être d'avoir des choses facilement accessibles et de trouver le meilleur. En fait, il y a cette option-là, mais après, enfin, si on part sur des chauffe-eau collectifs, en fait, si on a une balle, ça impacte beaucoup de monde. On a un collectif individualisé, donc chacun son ballon, et en fait, c'était ce que j'avais retenu, moi, de cette REP, ce qui était le plus efficace et le plus simple en maintenance, de ne pas avoir le ballon chez le locataire, parce que c'est ni le ballon, ni la table d'équilibrage. Oui. La table d'équilibrage. Après, il faut que ce soit bien mis en œuvre. Oui. Donc, il y a des prescriptions à suivre. Oui, c'est ça, puis en fonction de la saisonnalité, des années aussi, qui ne sont pas les mêmes, on peut avoir des problématiques sur la saison sèche où les locataires ne vont pas utiliser l'eau chaude, ça peut. Donc, en termes en fait, on se demande si c'est vraiment adapté au contexte. Parce que quand on n'a pas du tout de soleil pendant des semaines, en fait, il ne peut pas y avoir
de chaude solaire, ce sera possible. Surtout si ça se transforme en obligation de résultat. Même dans nuageux, là. Oui, c'est ça, ça, c'est c'est vraiment équivalent. Après, si le résultat, c'est que les deux autres sont couverts 95% du temps, on y arrive. C'est 100%, on n'y arrive Oui, pas. c'est du temps, oui. Pas de... Et après, en période de saison des pluies, moi, je ne que de l'eau chaude, c'est vrai. Alors, il y a un peu moins chaud en ce moment, mais il suffit qu'il y ait un rayon de soleil une demi-heure, une heure, et c'est bon. On a de l'eau. En tout cas, tu vois, Cédric, tu as lancé le débat. Moi, c'est vrai que c'est compliqué. Tu as lancé le débat avec la question des résultats, la question des pratiques, la question d'adaptation Oui, bien sûr. au climat. Bien sûr. Il y a beaucoup de sujets. Et puis, Bon, ceci, il y a le truc ceci- de la légionnaire aussi qui arrive, quand on fait des logements hauts où il y a des grosses toitures, etc., et qu'on ne veut pas faire des percements directement dans la toiture pour les, euh, les futurs litiges qu'il y aura. Ben, en fait, ça rajoute beaucoup de longueur et ça devient très vite compliqué d'atteindre cet objectif d'eau chaude solaire, quoi. Oui, sur les logements du rez-de-chaussée, Alors, beaucoup d'entreprises, on essaie. Moi, je sais que quand je travaillais chez Atta, ben, on essaie de diminuer les diamètres, etc., pour essayer d'augmenter un petit peu la longueur des canalisations, mais c'est pas simple tout le temps, quoi, de trouver le bon chemin pour pouvoir avoir de l'eau chaude solaire dans les logements les plus bas. oui, oui. Et puis en fait, ça fait consommer beaucoup d'eau, Oui. accessoirement, parce que si on attend que ça arrive. C'est pour ça que le collectif, c'est bien, mais il faut, on le disait, faut les entreprises qui savent l'installer et qui savent l'entretenir, quoi. Et pour le moment, je sais pas si ça s'est amélioré, mais. Ça, c'est Il faut les pousser de toute façon. Il n'y a pas que les entreprises, hein, il y a les bureaux d'études. Ouais. Dans la conception, par là, on parle du bureau d'études. On a une main levée en ligne. Guillaume, je t'en prie, si tu veux ouvrir ton micro. Oui, bonne année à tous. C'était juste pour savoir s'il y avait eu la mise à jour de la RTADOM en matière d'eau chaude solaire. On est toujours au même point sur la production d'eau chaude solaire thermique ou on est passé sur l'ambiant et le photovoltaïque. Il me semble, bah, Pierre, tu es peut-être le plus à même de répondre. Sur la nouvelle, Ouais. qui va se terminer. Il y a des modifications en cours? Moi, j'en connais pas de nouvelles. Par ma connaissance, pour moi, on reste sur 2016. Depuis le 1er janvier 2025, on peut passer en photovoltaïque et en ambiant et la RTADOM est restée thermique, ainsi que le Sarcal du reste. On comprend pas ce que tu dis. On n'a pas tout entendu. Peut-être si tu peux t'écarter un petit peu du micro, ça sature un peu. Je répète, depuis le 1er janvier 2025, le CCH a été modifié et on peut produire de l'eau chaude solaire via d'autres sources d'énergie que le solaire thermique. On peut passer en photovoltaïque, en ambiant ou autre. Enfin, voilà. Et je voulais savoir si la RTADOM avait été modifiée. Parce qu'en fait, la fiche dont on parle, elle date de 2016. Et je ne sais pas si ça a été mis à jour parce que la RTADOM reste sur du solaire thermique, comme le Cercal. Tandis qu'on pourrait passer sur du photovoltaïque ou quoi que ce soit. Donc, je voulais juste savoir si la réglementation, elle avait changé au niveau de la RTADOM. Pour moi, si je peux me permettre, Guillaume, je pense que sur la RTADOM, c'est pas inscrit solaire thermique, hein, c'est d'origine renouvelable. Donc, la solution photovoltaïque est envisageable. Encore faut-il qu'une solution photovoltaïque pérenne existe pour chauffer l'eau. Je travaille un peu sur la RTADOM et justement, il y a un intitulé qui dit que C'est thermique, hein. Je peux la partager, mais dans la RTADOM, la fiche est thermique. C'est marqué noir sur blanc. Et le Cercal, il est aussi thermique. Ok. Ok. Moi, je suis de la fiche, alors peut-être que je ne suis pas à jour, mais je parle de la version 2.0, RTA 2016. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été mise à jour, hein, la fiche d'application. Ouais. Non, il me semble pas. Pas sûr que non. Si on prend le CCH, en fait, on pourrait produire de l'eau chaude autrement que par le thermique, on passerait par le photovoltaïque, mais ça a aussi engendre d'autres exigences, notamment vis-à-vis d'EDF. Et je voulais savoir si ça avait été pris en compte. Du coup, le CCH, il s'impose à la RTADOM. Eh bien, écoute, je vais essayer de revenir vers toi sur ce sujet-là. Je vais m'enseigner.
Est-ce qu'on a d'autres questions pour Monsieur Caillé? Est-ce qu'on peut passer à la prochaine intervention? Ouais. Super. Merci beaucoup. Si vous souhaitez, si vous pouvez rester encore un peu parmi nous, ce sera avec plaisir. Sinon, on comprendra étant donné le décalage horaire, il n'y a pas de souci. J'ai ma fille qui m'attend pour cette voir. Donc, donc je vais vous laisser, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Hein. Merci à tous. Elle m'a répondu. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Je veux commencer. Ça arrive. Et voilà, c'est à vous. Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc merci à toi de nous avoir conviés en fait à cette séquence. Donc je suis Katoum Belbarek et je suis responsable de l'aménagement en fait au sein de la CTG. Je pilote 7 services, dont un service concernant en fait la stratégie en fait donc de l'habitat. Donc ce que Cédric Caillé vous a présenté, moi je vais vous présenter mais de manière un peu plus opérationnelle, ce qu'on fait en fait sur le terrain aux côtés donc de nos maîtres d'ouvrage, et puis vous présenter de manière plus générale la politique de l'habitat. On a bien vu ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est de plus en plus dans de construction verte, avec un environnement aussi de plus en plus sain à prendre en compte. On a des orientations pour déjà même 2030, où j'ai compris que vous êtes à 2 terres habitat, où de plus en plus on devra aussi des écomatériaux dans les constructions. Donc il y a des choses qui commencent à bouger et le logement social, l'habitat, la construction, la rénovation, ça fait des années, ça bouge tout le temps. Et effectivement, il faut qu'on accompagne en fait ce mouvement et tous ensemble pour voir un petit peu comment on mobilise nos compétences et puis aussi nos outils et les moyens financiers pour y arriver et en tout cas y tendre progressivement. Donc en fait, le contexte guyanais, vous connaissez, on a à peu près 84 000 km², on a 84% de forêt matérielle, 8 millions d'hectares de forêt, 0,16%. On est sur une surface urbanisée de 0,16%. Depuis en fait Marie-Massoula jusqu'à Saint-Georges-de-Louis-la-Coque. On a surtout une concentration sur l'île de Cayenne avec une urbanisation en à cheval. Environ 300 000 habitants, 500 000 d'ici 2050. Toujours des réflexions au niveau lycée, on n'est pas toujours tous d'accord. Une très forte population jeune, 50% qui ont moins de 30 ans, et on a un taux de croissance en fait démographique de 3%, avec un taux de pauvreté de 50%. Dont 38% sont en privation sévère avec 7 besoins sur 11 qui ne sont pas satisfaits. Et donc, on a un défi majeur à l'accès à un logement digne. On a près de 22 000 logements sociaux, dont 20% du parc de logement social, qui représente 20% du parc de la Guyane. On a quand même une offre de logement qui progresse beaucoup plus vite qu'au niveau national, puisqu'on a une production de 3,4% contre 0,4%. On a près de 14 000 demandeurs de logements sociaux, majoritairement du LLTS, logement locatif très social, voire même maintenant adapté, puisqu'on a eu une expérimentation sur quelques logements adaptés, puis là, ça va rentrer bientôt dans le CCH. Pour la Guyane et Mayotte, on aura du LLTS. Donc, un loyer qui sortirait autour de 3 à 4 euros du mètre carré. Un besoin de 4 500 logements par an sur 10 ans. Donc, même si on a un ralentissement en fait, du rythme démographique, ce logement-là, en fait, ces 4 500 sont toujours d'actualité, puisqu'il y a un besoin en termes de stock de 3 500 logements. En moyenne, donc, on produit à peu près 900 à 1000 logements neufs par an. Cette année, on en a sorti 1200 avec l'ensemble des bailleurs sociaux. On a près d'un logement sur 2 qui sont dégradés. Donc, une très forte politique de rénovation qui est absolument nécessaire sur l'ensemble de la Guyane. On a aussi un marché privé qui est sous tension, puisqu'on a près de 10 000 logements vacants, ce qui représente 10% du parc. Et on est avec des loyers autour de 15 à 23 euros. Puis dernièrement, c'est monté à 25 euros du mètre carré. Donc, on a beaucoup aussi de colocations subies, on n'a pas encore d'études là-dessus. On a aussi des marchands de sommeil et
et donc une incapacité en fait à contrôler les coûts du loyer. Et puis, donc, avec les FAG, on travaille de manière très étroite avec les FAG, puisqu'on a 24 périmètres d'OIL à aménager, soit près de 10 000 hectares, avec une production de 25 000 logements en 15 ans. C'est insuffisant, et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement de continuer à produire avec les bailleurs sociaux, mais aussi réhabiliter le parc ancien et utiliser éventuellement d'autres dispositifs en fait, pour pouvoir loger dignement la population. Pardon, je ne connais pas le périmètre de l'IM, c'est quoi? Les opérations d'intérêt national, en fait, Ah, ce sont des opérations en fait qui ont été décidées entre l'État et la CTG pour pouvoir en fait construire de nouveaux quartiers. D'accord. Donc à l'OIL, c'est un nouveau quartier. Vous allez trouver 60% de logements sociaux, des commerces, équipements publics. En fait, c'est une petite ville dans la ville. Par exemple, Hibiscus, c'était une OIL. Oui, il y a Hibiscus. Il y a les gros quartiers Vidal, pour ceux qui sont terminés, qui sont. On se bloque ici. Oui, celui-là. On a pas celui-là. Ça nous rend la volie, on en a un Charbin. On en a pas mal. Ok, je connaissais pas le signe. Ouais. Alors, on est le territoire où on a le plus d'OIM. De France. En France, c'est plutôt au niveau des OIL, plus au niveau industriel, etc. Mayotte, bien évidemment, et nous, mais avec 24 bon, après, on est grand. Alors, quelle est la stratégie donc, de la CTG en matière d'habitat? Donc, on est sur de la rénovation du parc privé, mais également dans le cadre des dispositifs tels que les OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat avec l'État. Donc, on intervient jusqu'à 8 000 €. Donc en fait, là, c'est surtout les opérateurs privés agréés qui nous déposent en fait les dossiers des particuliers. Et on peut avoir aussi des particuliers qui nous sollicitent et on adresse en fait le dossier. Tous les dossiers, alors, tout ce que je vais vous dire là, c'est téléchargeable sur les sites internet de la CTG, Aide à l'habitat CTG. Vous avez tous les règlements, tous les formulaires. Alors, il ne faut surtout pas déposer sur la plateforme. Normalement, je l'ai bloqué la plateforme parce qu'il y avait des gens qui mettaient dans la plateforme. Ça ne venait jamais chez nous. Donc, je l'ai bloqué. Et il faut surtout nous l'envoyer tout simplement par mail. Et puis ensuite, on accuse on fait l'instruction. Et ensuite, ça passe en fait en commission interne et en commission. Alors, on a beaucoup travaillé l'an dernier sur le déploiement, enfin, la mise en place du SPRH, c'est le service public de la rénovation de l'habitat. Alors, je reviens un peu sur l'historique du SPRH. Auparavant, en fait, il y avait le service, alors l'acronyme service d'accompagnement à la rénovation énergétique, ok, financé par la CTG et puis par mon collaborateur, mon collègue Pierre Cazel, dans le département énergie, qui finançait la rénovation énergétique. Sauf qu'en Guyane, en fait, la rénovation énergétique, elle n'a pas tellement pris parce que l'urgence en Guyane, c'est d'être logé dignement. La rénovation de l'habitat, chez moi, ça marche bien, ça marche. On a quand même eu un ralentissement avec le Covid. On n'a pas encore repris notre rythme de croisière. Et donc, on avait à peu près un appel par mois pour la rénovation énergétique. Et c'était Guyacol qui était en fait notre traitant, avec Aqua qui était à nos côtés. Et donc finalement, l'État, compte tenu de la crise que vous connaissez de l'énergie, notamment sur l'Hexagone et puis pas là-bas, évidemment, donc ils ont voulu associer la rénovation de l'habitat et la rénovation en fait énergétique pour pouvoir offrir un bouquet de services. Ce bouquet de services, en fait, il est dans le cadre du service public de la rénovation de l'habitat. Donc, nous avons plusieurs axes. C'est travailler avec tout le réseau France Service pour pouvoir informer la population en proximité, mais aussi la DIL. Et on va mener aussi des campagnes auprès des assistantes sociales, que ce soit au niveau de la CTM, mais également des CCAS, etc., pour que tout le monde puisse avoir en fait cette information. Et à quoi intervenir pour pouvoir rédiger en fait le livre sur justement la rénovation de l'habitat, rénovation énergétique, et former aussi les professionnels. Parce qu'aujourd'hui, les dossiers qu'on va attendre doivent intégrer à la fois la rénovation de l'habitat et la rénovation énergétique. Donc, on aura des professionnels agréés pour la rénovation de l'habitat, donc les opérateurs agréés, et RGE.
D'accord. Et ils devront aussi travailler ensemble. Quand la personne n'a pas les deux agréments, ce qui est peut-être moins évident. Donc, le déploiement en fait, du SPRH a été acté entre l'ANA, la CTG et la DGTM. Donc, ça, c'est positif. Il y a la convention en fait, du SPRH qui doit être signée avec l'ADI et la Croix pour pouvoir assurer son déploiement sur l'ensemble de la Guyane, qui serait tardé. Et on va donc assurer tout ce déploiement en 2026. Ensuite, on intervient dans le cadre de l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire que toute personne qui ne dépasse pas un certain plafond de ressources, on peut l'accompagner et financer jusqu'à 5 000 euros. Si la personne est au niveau de la CACL, il y a aussi des aides de la CAC. On apporte la garantie financière pour les bailleurs sociaux jusqu'à 60%, donc pour tout type de construction, du LFTS jusqu'au LNI. Donc là, on intervient sur cette forme-là. Financement du LLTS, on intervient jusqu'à 1 000 euros par logement. La certification MF Habitat, 600 euros par logement. La certification HQE, 3 000 euros par logement. Et quelle que soit la catégorie de logement. Parce qu'en fait, dans l'histoire des compétences département-région, vous savez que les départements sont chargés de la politique du logement et trouver en tout cas des moyens et des outils nécessaires pour pouvoir loger les populations les plus précaires. C'est pour ça qu'on finance en fait le LLTS. Demain, on va essayer de financer le LLTSA, donc ce qui me demande une révision de mon règlement d'attribution des aides. Et tout ce qui est certification MF Habitat, HQE, c'est des pas obligatoires. Mais on l'a mis parce qu'effectivement, il s'agit d'améliorer la qualité du bâti. On a effectivement une grosse problématique locale, c'est qu'on a des matériaux effectivement qui ne sont pas forcément adaptés. Quand on voit par exemple les peintures de façade, d'autres équipements, et pourtant elles sont certifiées CE. Et ben oui, c'est CE, mais c'est pas dit que c'est adapté à notre climat en fait tropical. En passant, je sais qu'on est dans un climat tropical, mais moi, ce terme-là ne me correspond pas, parce que pour moi, on est dans un climat équatorial, même si je sais que pour des raisons bien scientifiques, on dit que c'est tropical. Parce que je travaille en Martinique, Guadeloupe, et pour moi, ce n'est pas du tout le même climat, et ce n'est pas du tout les mêmes conséquences. Et même en termes de durabilité aussi des matériaux, on n'a pas du tout les mêmes incidences. Donc voilà, et on finance les éoliennes, le renouvellement urbain, les écoquartiers. On est à peu près à 15 millions en fait, d'euros par an. On est passé de 9 millions à 15 millions d'euros pour accélérer l'aménagement du territoire et l'offre également de logement sur ces espaces. Alors, donc la CTG elle a souhaité développer en fait la certification ANEF Habitat et HQE parce que d'abord il y a une volonté en fait politique forte. Elle fait suite à une expérimentation en 2019, comme je le disais, et un déploiement en 2021. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un certain standard en fait en matière de qualité. Il a évoqué Cédric en matière de santé, de sécurité, de confort thermique et acoustique, de réduire aussi à terme les charges des ménages. C'est aussi un levier d'équité sociale pour avoir effectivement un logement digne, même dans les communes en fait isolées. Et c'est d'adapter aussi ces constructions au climat amazonien et de donner plus de visibilité aux acteurs grâce aussi à ce référentiel co-construit localement et piloté dans le cadre du comité LFA. Je vais passer sur les engagements de l'EFAC là-dessus. Donc, on a eu effectivement la question en fait du Vidal aujourd'hui sur lequel on est intervenu. Donc, avec 1400 logements, donc c'est énorme, c'est un beau quartier. 300 hectares à aménager, et la création en fait de squares reprenant aussi des zones fluviales avec la mise en place de commerces de proximité et d'équipements. Montpellier en 2017 avec 15 hectares, 620 logements, dont 40% en accession, un groupe scolaire de 20 classes, 1200 mètres carrés de commerce et 35 hectares, autour de 35 hectares comprenant un parc urbain. Donc, on avait évoqué la question de l'avantage des écoquartiers, parce qu'il y a un avantage effectivement environnemental. On va chercher à préserver, à restaurer les espaces naturels, à intégrer aussi des corridors écologiques.
donc à protéger aussi la biodiversité. On a des avantages aussi urbains et sociaux, avec des espaces publics plus conviviaux, des parcs, des pistes cyclables. Ça a été souvent évoqué en fait dans nos réunions d'aménagement du territoire, et notamment des accès en fait routiers, parce que souvent on a des tours à gauche. Et quand on veut mettre en place une voie d'accélération ou de décélération, ben, on a une emprise au sol qui est déjà beaucoup plus importante et ça réduit aussi l'espace aménagé et surtout ça augmente les coûts financiers. Donc on a du mal à trouver un juste équilibre par rapport à ces problématiques financières et bien évidemment de plus en plus d'accès aussi par rapport aux pistes cyclables. L'avantage économique, c'est des biens qui sont plus attractifs. On a souvent la question de l'économie d'énergie, de l'eau, un entretien qui est aussi plus facilité par des aménagements qui sont plus durables, et des avantages aussi réglementaires et stratégiques, puisque les conformités aussi aux objectifs en fait nationaux, de plus en plus la question de la transition énergétique, mais aussi de la sobriété foncière, puisque les bailleurs sociaux vous allez être confronté aussi de plus en plus à cela et la reconfiguration en fait de certains bâtiments. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas tellement concerné, peut-être en Guyane, mais en métropole, on a en tout cas cette réflexion-là de reconfiguration en fait des bâtiments, de construction aussi des fois en hauteur, hein, pour éviter en fait d'empiéter davantage sur le sol. Après, c'est pas forcément le mode de vie et le mode d'habiter en Guyane. Donc, il y a des équilibres en fait à retrouver. Aujourd'hui, même si la question de l'usage est très fortement re-questionnée hein, au niveau national, mais voilà, il reste encore bien évidemment ces réflexions-là. La vidéo de la Samsamar, on va présenter ça. Vous nous présentez un petit peu le contexte de la vidéo? Oui, alors en fait, c'était l'opération qui se trouve à Réunion-Montjoly. Donc, c'est la Seine-Saint-Marc en fait qui est en train de construire une opération en fait HQE. La CTG elle a financé, alors pas tous les logements sociaux, parce que mon élu il a fait une petite coquille. C'est en fait la certification HQE qu'on a financée à hauteur de 200 000 euros pour l'ensemble en fait de l'opération. Donc, on a récupéré en fait aussi le remblai, on a des toitures en fait qui sont avancées aussi par rapport à l'ensoleillement, mais aussi par rapport à la pluie. On a construit également sous pilotis et l'idée aussi là pour l'instant, il y a une réflexion justement sur les constructions en pilotis pour pouvoir peut-être utiliser l'espace en dessous pour pouvoir faire des jardins partagés. Donc, mais ça, c'est encore en réflexion. Parce qu'au départ, ils voulaient tout fermer, tout grillager. Sauf qu'en termes d'esthétique et d'aménagement urbain, c'est pas top. Et puis, quand c'est grillagé, on peut de toute façon le détruire, mettre ce qu'on veut là-dedans. Donc, autant en fait occuper cet espace-là. Donc là, on a une réflexion en fait là-dessus. Et il pourrait y avoir des financements au niveau national par le Fonds d'innovation sociale et permettre à des gens d'utiliser ces espaces comme des espaces publics. Ok.
très courte, mais elle va à l'essentiel. Et là aussi, on s'est posé aussi la question en fait de créer une piste cyclable. Il y a des loups aussi et puis et des bassins en fait de rétention. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc on va passer à la suite. Donc voilà, donc on a majoré en fait les critères au niveau acoustique des bords de toiture, épaisseur des fenêtres, épaisseur également du plancher, utilisation en fait au niveau des ressources locales de garde-corps en partage bois, récupération d'eau, l'éclairage en fait, qui a été juste dimensionné ce qu'il fallait, l'éclairage et extinction automatique pour limiter les dépenses énergétiques, on a mis des panneaux solaires, des chauffe-eau solaires, et donc normalement c'est le premier trimestre 2026 pour lequel il y aura une livraison. Résultat en Guyane, aujourd'hui, on est à 4000 logements en cours de certification. Donc, pour la Guyane, ça représente quand même un tiers du total des DOM. Les premiers bénéfices mesurés, c'est quand même une meilleure ventilation, une réduction des factures énergétiques et une satisfaction des locataires, en tout cas en premier ressenti. Bien évidemment, il faudra faire une étude beaucoup plus approfondie, mais il faut qu'on prenne aussi le recul. Donc, ce n'est pas prévu pour maintenant, c'est peut-être 2027-2028. Donc, l'évaluation est envisagée concernant les aspects autour de la santé publique, la qualité de vie dans les quartiers, le pouvoir d'achat, l'attractivité en fait donc, de la résidence et donc du quartier, la transition effectivement écologique et énergétique. Donc, ce sont des aspects qu'on souhaite étudier donc d'ici peut-être 2028. Les perspectives, donc, c'est ce qui va vous intéresser, je pense que c'est ce qui va apporter un débat. Je regarde le référentiel brut, parce que on a échangé là-dessus lors du dernier comité NF Habitat. Alors, en fait, on a le règlement européen du 27 novembre 2024 qui permet de déroger au marquage CE, d'accord, pour faciliter l'importation de produits de construction. Il ne s'agit pas forcément d'un remplacement systématique, mais d'une adaptation possible sous réserve de garanties en termes de sécurité, de qualité, de compatibilité locale. Donc, on a eu aussi une consultation récente dans le cadre de la loi Bélim et d'un décret pour l'installation d'un comité référentiel construction. Pour l'instant, on n'a pas eu des nouvelles concernant ce deuxième aspect. Alors, nous, on s'est saisi à niveau de la CPG de ce décret-là, de ce règlement européen. Et nous avons lancé en fait une consultation pour pouvoir élaborer en fait le référentiel. En sachant qu'on a rencontré en décembre le CSTB avec justement Serqual pour voir en fait comment sont organisés les tests sur les matériaux en fait au niveau de l'Hexagone. C'est juste énorme. C'est des bâtiments énormes pour faire le test du feu, le test de l'eau, le test acoustique. C'est juste énorme. On a passé une journée là. On est allé voir aussi des entreprises innovantes qui ont réussi à intégrer en fait la norme CE pour voir en fait quel était le process qu'ils ont mis en place et comment ça s'est déroulé aussi de manière très concrète avec le CSTB. Et le coût des tests, c'est de 100 000 € à 1 million. Donc, je fais ce que vous voulez. C'est énorme pour être référencé, en fait. Et pour pouvoir J'ai appris hier qu'il y aurait une antenne du CSTB en Outre-mer, en Guadeloupe, et une autre a priori, ouais. A priori. C'est pas encore arrêté. C'est pas encore arrêté, c'est a priori. Alors, la volonté, en fait, c'est quand même qu'on arrive plutôt à faire venir le CSTB ici, parce qu'on est le territoire entre Martinique, Guadeloupe et Guyane où on construit le plus. Parce qu'en Guadeloupe, on est autour de 200 logements, la Martinique autour de 100, 150, la Guyane, on est autour de 1000, 1200. Et on a plus de ressources et plus de développement. C'est ça. Donc, en fait, on est deux pays à côté. Voilà. Et on essaie, exactement, donc on essaie d'argumenter pour que le CSTB s'installe ici, mais on les a rencontrés en décembre, c'est pas encore gagné. Alors, l'idée, c'est que, donc, on a retenu un cabinet d'études là qui va intervenir et dont un a déjà travaillé un petit peu sur les marquages des matériaux.
enfin, ils sont 5 consortiums de partenaires. Et l'idée, c'est de rencontrer en fait tous les partenaires de la Guyane, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit en fait les constructeurs, etc., pour un peu recenser, j'allais dire, tous les matériaux qu'on pourrait utiliser dans les constructions. Et ensuite, de repérer aussi, comment dirais-je, les entreprises, en fait, non seulement les entreprises qui interviennent dans le cadre de la construction, mais aussi comment les produits sont acheminés chez nous. En fait, d'avoir une vraie cartographie des entreprises, des produits qui arrivent et des matériaux qui arrivent chez nous, et où est-ce qu'on a des trous dans la raquette, là où les matériaux fonctionnent bien et là où ça fonctionne pas bien. Et ensuite, donc, de questionner en fait tous les bailleurs et autres partenaires sur quel type de matériaux on pourrait développer en fait localement, quitte à créer peut-être à terme des filières ou adosser en fait d'autres entreprises à des entreprises qui sont déjà existantes. Donc, on va lancer ça à partir de. Ils sont retenus, c'est à partir de février que je vais commencer à rencontrer en fait différents de réunions avec le cabinet d'études. Et ensuite, donc, on va choisir 1 à 3 matériaux. On va tenter de certifier déjà localement avec des coûts qui sont énormes. Je vous ai dit, c'est entre 100 et 1 million. On a l'autorisation de pouvoir faire des tests si on trouve les entreprises adéquates au Brésil ou au Suriname. Mais le mémoire technique, il doit être solide concernant le matériau. Et derrière, il y aura quand même un contrôle et un accompagnement, par exemple, du CSTB. Et donc, je ne pourrais pas faire en fait les autres tests si je ne fais pas d'abord le premier test, et ainsi de suite. Donc, on va du moins cher au plus cher. Et il faut élaguer en fait chacune des équipes. Donc, ça va être quelque chose de très compliqué, très complexe et en même temps très riche. Et on sera, si on veut construire notre référentiel local, on sera contraint de chercher des partenaires financiers. La CTG ne pourra pas porter ça seule. On n'aura pas l'assise financière nécessaire pour ça. Mais en tout cas, on enclenche une démarche. Et on la veut la plus pédagogique, la plus concertée, mais ce ne sera pas non plus la hotte du Père Noël. Parce qu'en fait, on sera obligé de mettre en fait des filtres. Et les filtres, pour choisir en fait les matériaux, ce sera bien sûr le coût de la certification, ce sera un certain nombre de critères qu'on devra en fait définir. Les 3 matériaux dont vous parliez ne sont pas encore identifiés. Nous, on a choisi la CTG a choisi qu'un seul matériau, c'est la peinture de façade. Parce qu'on voit bien que la peinture de façade, elle ne tient pas, elle se dégrade très vite. Et les 2 autres matériaux, on le laisse à l'assemblée, j'allais dire, des partenaires à choisir. Et ensuite, le cabinet d'études, lui, va filtrer en fonction d'un certain nombre de critères pour qu'on puisse voir lequel on va prendre prioritairement. Après, il y aura je pense, un partenariat public-privé à mettre en place, voire peut-être à rechercher des financements au niveau du FEDER. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore à ce stade. Oui. Oui, c'est très intéressant. Sur les projets en cours, il me semble que je ne sais plus si c'est le marquage qui nous permet, mais ce n'est pas forcément, c'est une dérogation au marquage CE, et qui peut être limité territorialement. C'est-à-dire que ça peut être un marquage Guyane quelque part. Comme c'est des produits qui peuvent être produits en Guyane ou ailleurs, et sur lequel on fait un marquage qui dit pour la Guyane, c'est bon. Pas forcément celui ça s'appelle les comités locaux qui utilisent ces moments-là. Mais sur le Guyane, on ne peut pas faire tous les essais, c'est peu par exemple du Brésil. Pour l'instant, il y a des essais qui sont possibles, pas tous. Il y a une démarche aussi qui est en cours, portée par l'AQC, dans le cadre du programme de l'Europe, qui a demandé des financements pour mettre en place justement des cellules de certification par département. Donc ça, pour l'instant, ils n'ont pas eu de retour encore de financement. Il a demandé des financements pour le ministère. C'est jusqu'à financer en C2E, pour catégorie de et si ça passe, à quoi sera là pour animer
pas pour porter le truc, juste pour animer le facilitateur de l'équipe pour leur faire quelque chose pour Ok. On a une main levée en ligne également. Camille? Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Ouais, ouais. Oui, Camille Maurinet du CIBIC, ingénieur en écomatériaux. On a déjà échangé par mail, donc je me permets de rebondir sur ce qui est dit. Ça fait grandement écho à ce qu'on est en train de mettre en place au sein de CIBIC VDI, notamment d'une plateforme, d'un pôle de ressources numériques régionalisé qui s'appellerait Ecomatech Guyane et qui a vocation à faciliter toute cette phase de normalisation et de structuration de filières autour de la construction durable sur le territoire. Et en outre, une des prestations principales qu'on propose au sein du CIBIC sur la plateforme Ecomat, c'est cet accompagnement, ce relais auprès du CSTB pour accompagner la normalisation des nouveaux matériaux. Typiquement, la brique de Guyane qu'on accompagne actuellement dans son avis technique, et d'autres porteurs de projets dont la phase de normalisation devrait intervenir sous peu. Donc voilà, juste pour rebondir, pour vraiment qu'on échange ensemble, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent dans nos travaux respectifs. C'est vous que j'ai eu par Internet. On n'a pas encore eu le temps de se Tout rencontrer. à fait. Tout à fait. Vous avez rencontré mon ancienne entreprise en métropole, voilà, Stéphane. C'est ça. Et bien, effectivement, Exactement. ben, c'est en février où je vais mettre en place toutes ces rencontres et ces réunions, en fait. Donc, Très bien. en tout cas, voilà. Après l'idée, alors bien sûr, il y a la brique de Guyane, il y a le bois de Guyane, mais il peut y avoir aussi d'autres idées parce que il y a la question, par exemple, des cloisons à base de bambou, mais la question aussi de l'adaptation du logement pour les populations bushinengue et amérindiennes, c'est aussi un sujet que l'on va porter, mais prioritairement, c'est cette étude que l'on doit mener en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'enferme sur que le parfum, le bois ou la brique de Guyane. Parce que l'idée, c'est aussi de peut-être développer des filières artisanales qui seraient plus adaptées pour un type d'habitat, pour un type de construction. Je me permets d'intervenir. Du coup, vous connaissez les récents travaux de recherche qui sont faits au CIRAD à Kourou, où il y a Julie Bossu qui travaille sur son projet Panthère, où elle font des panneaux isolants à base de résidus de scierie, donc des produits vraiment guyanais avec le bois de Guyane pour faire l'isolation ici. Et il y a également une thèse qui s'est finie l'an dernier sur la charpente en bois roux. Donc, utiliser le bois de faible diamètre, donc qui préserve d'autant plus l'exploitation forestière. Ben, tout ça, ça devra être effectivement valorisé dans le cadre de l'étude et même l'isolant à base de bagasse. Et le rôle, ouais. On met en place actuellement, donc avec un chantier témoin. Super. Dans la marque Solange. Ah, top. Ok. Donc, c'est tout ça. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse avoir des marquages pour nous, mais il faut faire en fait tous les tests parce que derrière, il y a la question de l'assurance en fait. Et c'est pour ça qu'on va mettre aussi dans la groupe les représentants autour des assurances. Ok, comptoir technique. Je sais que j'avais été contacté par quelqu'un qui allait répondre à ton appel d'offres sur les problèmes sanitaires. Je demandais quelle personne avait pu travailler au mieux et puis envoyé sur la charnière de tout ça. Voilà. Et là, même en Guyane, alors c'est un peu particulier, mais on commence à avoir des constructions avec les murs extérieurs à base de polystyrène recyclé, pour un temps acheminé d'Italie, en plaques, préfabriquées, et à mettre en fait du ciment projeté. C'est sur l'ouest de Guyane. A priori. Après, j'ai mis une critique et là, ils sont en train d'essayer de développer l'entreprise ici localement. Il faut prendre en compte toute la vie du bâtiment, hein, parce que si on met en frais les déchets, le coût, qu'est-ce qu'on en fait et le coût
qu'on va récupérer sur l'entrée du matériau, on va le repayer dans 30 ou 50 ans. C'est quoi le but de ce polystyrène? Alors, en fait, c'est construire vite, construire moins cher et accessible. Ah. C'est des fois, non, même pas. C'est du privé en accession sociale. C'est vraiment du privé en accession sociale. À la propriété. Et que du privé, ça ne marche pas en privé, en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir quand même cette ouverture d'esprit, de voir ce qui se passe en fait sur notre territoire. Ça se fait déjà sur les blagues dans la construction en polystyrène depuis avant longtemps. Donc voilà, donc ça c'est un sujet que je vais aborder là. Donc ensuite, l'idée c'était aussi que de plus en plus on puisse intégrer quand même les matériaux ressourcés de la Guyane dans nos constructions, et surtout par rapport à 2030, puisqu'il y a quand même cette augmentation d'intégrer des capacités matériaux. Et après, je sais qu'aujourd'hui, on a quand même un sujet d'actualité, c'est que le financement du logement social est questionné. Aujourd'hui, ce qui est mis sur la table pour l'instant en termes d'actualité, je pense que ça va assez faire, c'est qu'en fait, le logement social pourrait être financé par le FEDER. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, compte tenu du contexte financier national, si cette ambition d'utiliser de plus en plus de matériaux ressourcés et ressourcés sera encore d'actualité. Mais en tout cas, nous, au niveau CDG, on essaiera de soutenir ça dans le cadre du prochain règlement qu'on doit revoir autour de l'habitat. Et alors, je sais, et là, je crois que je vais parler. C'est compliqué cette dernière proposition, c'est élaborer un modèle type de construction adapté aux populations autochtones. On peut avoir des populations en fait amérindiennes et de l'autre côté des populations du Chinois, donc avoir un modèle type de construction adapté, tout en veillant à l'équilibre financier des opérations, au respect en fait des normes, pourquoi pas aller dans la certification et l'innovation. Alors pourquoi je dis que c'est une phase qui est complexe et contradictoire, parce qu'en fait, on me dit il y a plusieurs modèles d'habitation, effectivement, et je l'ai vu aussi, j'étais sur le terrain, pour les populations amérindiennes et du Chinois. Néanmoins, nous, en tant qu'organisme au niveau CTG, et avec aussi des bailleurs sociaux que l'on accompagne, ou des opérateurs privés, on doit quand même veiller à l'équilibre financier et veiller en fait au respect en fait des normes. Donc, je sais que c'est compliqué, mais on doit associer ça. Et dans l'idéal, en fonction du type de ménage, l'idéal c'est d'avoir un seul modèle pour les populations en fait amérindiennes et les populations en fait bouchiniennes. Je n'arriverai pas, je sais que je suis en contradiction, j'ai déjà eu ce débat avec plusieurs, mais en tout cas, si on me dit que ça ne va pas, je ne porte même pas la réflexion. En fait, dans l'idéal, je sais, parce que j'ai eu ce débat, ça fait 1 an ou 2 que j'ai ce débat-là, dans l'idéal, c'est déjà de commencer avec un modèle. Oui, mais ça ne marche pas, le modèle. En fait, la notion de modèle, par définition, elle ne fonctionne pas. On peut réfléchir sur une démarche, sur une méthode pour aboutir à quelque chose qui soit cahier des charges, des orientations, des prises en charge, mais définir un modèle, typiquement, ça ne marche pas. Le modèle en habitat, de toute façon, ne fonctionne pas. On l'a fait. Je veux dire, il faut désinfler chaque fois. On l'a fait dans les années 60, dans les années 80, les banlieues, en hexagone, ça même pas l'adaptation, ni à un climat qui est spécifique, ni à une population qui est spécifique. Il y a des modes de vie qui sont spécifiques, il y a des modes d'habiter qui sont spécifiques, même sans prendre ça en condition, quoi. On l'a fait, on en revient, on démolit. Je veux dire, ça représente un coût pour la société absolument dingue. Aujourd'hui, moi, entendre ce genre de propos, ça me rend folle. C'est clair. C'est clairement, en fait, c'est clairement tout ce qu'il ne faut pas porter.
Pour votre information, la commune de la Volaille-à-Linapo, avec une forte culture amérindienne Caligna, parce que ce serait amérindien, Wayankee ou ce serait encore autre chose, a été lauréat d'un appel à manifestation porté par le JPPO qui est engagé par la collectif du logement de demain. On sait que sur nos territoires, les temps sont très très longs. Et il faut aussi accepter, parce qu'on part de très loin, donc il faut aussi accepter ces temps longs. On a réussi à les faire accepter au JPPO, qui est quand même dans une tour à la Défense, je pense qu'on doit pouvoir le faire accepter à la CTG. On a 2 ans de retard sur l'opération. In fine, la convention a été signée et on est sur un modèle de logement, du moins une méthode, mais qui a été travaillée pendant 4 ans spécifiquement avec cette commune-là et cette population pour définir une méthode pour savoir comment est-ce qu'on fait du logement social et comment est-ce qu'on fait du logement social et dans les normes du CCH et dans le respect des lignes budgétaires imposées par la LBU et du financement du logement social. C'est des choses qu'on fait aujourd'hui. Par contre, c'est sûr que ça prend du temps et c'est quelque chose qui est hyper ciblé. Et ce qui est intéressant, c'est pas cette opération où on va sortir ces logements. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la méthode de co-concertation, de co-construction qu'on a fait. Et c'est certainement pas un modèle type de construction. Ce modèle-là, à mon avis, va bien marcher sur ce territoire-là pour cette population-là. Vous ne pourrez pas prendre le même logement et le dupliquer ailleurs. On est sur le littoral, on est pas dans le cœur de la guerre, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes populations. Ben, ce sera jamais un modèle type. Par contre, s'appuyer sur la démarche, oui. Parce que la grosse problématique, alors la question du délai, au niveau de la CTG, elle a toujours été prise en compte et on a beaucoup d'opérations, que ce soit bailleurs sociaux ou autres, où on a des retards de livraison et donc des délais de paiement aussi qui sont reportés. Le sujet n'est pas à ce niveau-là. On finance sur Papa Ichton des LNTSA. Les LNTSA portés par le secteur privé et pilotés par la mairie. Ça ne passe même pas par un bailleur social. Donc ça, on sait faire. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, il y a eu des livraisons en fait de logements et avec effectivement des logements qui sont inoccupés. Logements neufs, inoccupés parce qu'effectivement, non adaptés. Donc l'idée, effectivement, et vous avez tout à fait raison, c'est la question de la co-construction avec la population et essayer de dégager en fait les principes généraux pour essayer de trouver en fait un modèle pour la population amérindienne, un modèle pour la population en fait du Chili, un modèle unique. Et la population amérindienne, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est souvent quelque chose qui est amovible, l'accès au jardin, il y a quand même des caractéristiques communes. C'est pas tout qui est unique. Il y a des caractéristiques communes et je sais que que ça ne va pas avec le discours en Je le sais parfaitement. Ça fait 2 ans que c'est pas une question de discours, c'est une question de réalité. Je sais, et je sais très bien que c'est une réalité. Je ne suis pas déconnectée, je vais sur le terrain. Mais je dis que si on veut avancer aujourd'hui pour pouvoir loger correctement la population concernée là, on a besoin en fait au moins d'avancer sur un certain nombre de sujets. Sinon, je ne serai jamais. À Saint-Laurent, il y a une quartier de Charbonnier. C'était pas une seule idée quelque part pour faire des c'est partie des réflexions. C'est des mauvais exemples, ça. C'était de la reproduction. C'est simplement ça permet d'avoir un retour d'expérience sur quelque chose. Oui, la Charbonnière, c'était exactement ça. Ils ont reproduit, de ce que je sais, parce que moi, ça fait 2 ans que je suis à CTG, ils ont reproduit ce qui existait d'avant, ils l'ont juste repoussé. Non, c'est pas ça. Ils sont plus ou moins inspirés de la forme des logements traditionnels. Les zones boisants. En plus, le quartier qui a été relogé là, c'est un quartier lacustre qui était sur notre col. À l'intérieur, la trame urbaine et les rapports sociaux, ce qui est très important aussi dans le logement communautaire, parce que c'est des logements communautaires, c'est pas communauté culturelle, donc on est sur le logement communautaire. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus qu'il y a de l'accession à la propriété. Ils n'ont pas eu les moyens de l'entretenir correctement, donc franchement, c'est pas intéressant. Donc il y a un programme qui est passé là-dessus, mais là, on ne sait même plus, par mois, on nous a interrogé de savoir comment on peut améliorer le comportement avec la norme.
c'est compliqué, quoi. Il y a des grandes toitures sans ouverture, il y a que 2 pignons. C'est ça. C'est déjà. Rien que la forme, elle est pas facile à adapter. On travaille sur ce projet. Donc, effectivement, c'était la maison à Bouchinangui, le papa jeton de Loca, etc., qui était, À l'oppo du fond. oui, voilà, Parce que c'est pareil, c'est un magasin de merde. qui était donc transporté dans un contexte urbain où les gens cherchent effectivement une image de progression sociale qu'ils ne trouvaient pas dans ces maisons. Une maison qui était trop petite pour eux, pour leur famille, et qui n'avait pas de terrain libre. À Paris-Jeton, on est à l'extérieur. Ici, il n'y avait pas de place. Donc, on construisait tout autour. Aujourd'hui, la maison qui n'était pas entretenue tombe en ruine. Donc, on utilise uniquement côté salle de bain et cuisine, et on vit dans les extensions. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de construction aujourd'hui? C'est relativement compliqué. Et vu l'état de ces maisons. Le truc, c'est l'accession, quoi. Oui, c'est de l'accession, en plus. C'est grand, c'est reporté avec Après, l'accession sociale, je ne sais pas forcément pour, c'est quelque chose derrière, effectivement. Mais moi, je suis plus sur la position. Karine, Je me pose une question par rapport aux couvertures traditionnelles amérindiennes et chinois. C'est l'usage de tous les palmiers. On ne peut pas, nous, architectes, on n'y a pas accès. Si on veut faire des choses, c'est du plastique, le palmex. Donc, je prends par exemple le Tukushipan qui est à Kourou, à l'entrée de Kourou. Il était très beau. Il a bougé, je crois, je ne sais plus ce qui s'est passé. Enfin, ils ont remplacé ça en palmex. C'est insupportable. Hein. Il fait une chaleur dedans. C'est pas du tout adapté. Maintenant, le refaire en palme, on ne pourra pas le faire parce que c'est un ERP et que ça ne va pas rentrer dans les cases. Ça dépend. Il y a eu un carbet communautaire qui a été fait il n'y a pas très longtemps. On va revenir sur le. On comprend que c'est pas son bordel. On a fait organiser les matériaux locaux soient plus facilement employables par rapport aux normes. Après, bon, l'incendie, c'est quand même un risque très important. Voir le bénéfice. Quand est-ce qu'on a un carré de plein pied en rez-de-chaussée avec de la place pour sortir, l'incendie, c'est pas la première chose. Le premier risque sur lequel tu prends. Oui, mais les contrôleurs techniques te demandent des. Non, mais moi, Valérie, je suis complètement d'accord. Quand tu vas, c'est quoi ce carbet c'est la peau, là. Merde, truc, le carbet de la PK17, là. Non, celui qui est hyper connu, bref. Quand tu vas dans ce carbet qui est ERP, qui a un grand Talmex et tout. C'est la machine. Non, pas Kalawashi. Maripa, c'est le camp Maripa. Quand tu vas au camp Maripa, qui est URP et tout, c'est un carbet. T'as une dalle, t'as des poteaux, t'as un toit en palmex, t'as des boîtiers d'issue de secours. Dans le carbet. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. En fait, c'est les réglementations qui ne sont pas forcément ajustées à la lumière. Il faut savoir que déroger à la norme, c'est une signature du préfet. C'est une signature du préfet. Moi, je n'ai pas foutu la merde. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, je peux vous dire comment on fait. Il y a des gens à la DGTF qui sont chargés de faire que ça. C'est une signature du préfet. Nous, typiquement, pour le programme engagé pour la qualité du logement de demande sur Awala, on a étudié du coup pendant 2 ans, parce que les choses prennent du temps. On a étudié pendant 2 ans le logement sur Awala. On l'a vraiment étudié, y compris avec le CCH, tout ça, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. On a trouvé un truc qui ne correspondait pas au CCH. Et moi, franchement, sur le papier, j'étais persuadée que c'était la suroccupation du logement et qu'on n'avait pas les 9 mètres carrés par habitant. Et bien, tenez-vous bien, c'est pas du tout ça. Que des lits. Sur la question de volume et sur place par rapport aux habitants, on est bon. Non, c'est les WC, les sanitaires qui ne sont pas collés au volume principal du logement. Ok, on a fait une recherche, ça nous a pris 2 ans pour identifier ça. Après, ça nous a pris par contre 20 minutes pour trouver que ça existait, qu'il y avait déjà une dérogation qui existait à Mayotte
sur ce fonctionnement-là. 3 mois de discussion avec le DGTM pour soumettre une signature au préfet et aujourd'hui, on a le droit de construire un logement en disant que le bloc sanitaire n'est pas collé au volume principal du logement dans le périmètre de l'opération Pagal. Donc, les normes, enfin vraiment, et là, je vous parle d'un article du code dans ce qu'on ne peut pas faire le droit et pour essayer de ne pas trop tomber l'ambiance. Vous avez la pyramide de Kelsen. Tu me dis que si je prends l'ambiance, tu me fais signe. Vous avez la pyramide de Kelsen. Vous avez en fait le texte de loi qui est le plus important et les autres s'appliquent. Et donc, vous avez les codes de la construction qui sont hyper importants, qui sont hyper hauts. Et tout en bas, vous avez les normes. Comment vous dire que faire sauter une norme, en vrai, c'est chaud. C'est pas si compliqué que ça. C'est moins exigeant. Il suffit de remonter au-dessus. Oui, tu remontes dessus. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ça se fait hyper bien. Et là, le WC, alors, il est accolé à l'extérieur ou il est comment? Il a un volume autonome, comme ce qui est demandé par les populations en fait, qui vont vivre dans ce logement. Parce que moi, jusqu'à la fin du projet de conseil, je suis personne qui dit si c'est mieux de faire pipi dans un volume collectif ou pas. T'as pas cette compétence. La démarche de Merci pour te l'avoir. faire des constructions adaptées aux populations autochtones. C'est quoi la démarche? Non, pour l'instant, en fait, on est. Je vous ai dit, le premier point, c'est le référentiel rue. Là-dessus, on n'a pas encore, on s'est pas penché, en fait, sur la base. C'est quoi le pourquoi? Alors, je pense que adapter Karine peut répondre. Parce que, un peu, je l'ai expliqué, on a des logements qui se sont construits à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, et en fait, ils n'ont pas été occupés par la population. On a des logements faits vacants, parce que c'était inadapté. Et donc, l'idée, c'était en fait, on a quand même presque tout confondu un logement sur 2 qui est dégradé en fait en Guyane. C'est-à-dire qu'il y a la politique de rénovation, mais il y a aussi la politique de construction. Et donc, l'idée, c'était de dire comment on peut mieux loger en fait la population en fait autochtone, les Amérindiens et les Bushinagés, inciter aussi les bailleurs sociaux un petit peu à rentrer dans ce dispositif. Là, c'est compliqué. On a fait un papa échange, je vous ai dit, en LLTSA, porté par un architecte et la mairie, et donc tout en privé plus mairie, financé par la DGTM et exceptionnellement, parce qu'on n'a pas encore intégré dans le règlement, mais j'ai demandé une dérogation pour financer ces opérations. Tout a été construit en bois. Et pour l'instant, en fait, est en location à l'LTSA. C'est des maisons individuelles en bois, et effectivement avec un espace commun, parce qu'il y a cette vie communautaire. Et apparemment, pour l'instant, ça va. En fait, le sujet, là, c'est que nous, on a livré énormément de logements à Saint-Laurent-du-Maroni, donc dans des zones comme on aurait à Soula. Enfin, voilà. Et en fait, les populations, quand elles arrivent dans ces logements-là, elles sont, il y a vraiment des efforts, on leur demande beaucoup d'efforts, il faut les accompagner. Et ça, c'est une sorte de choc culturel. Ouais, donc, les personnes n'ont pas l'habitude de vivre en collectif, c'est ça? Voilà, puis même il y a des sortes des bidonvilles, souvent. Donc, il faut un avis individuel pour aller en logement informel, vraiment pas du tout équipé normalement. Voilà, puis ils vivaient même dans la nature, ils avaient leur activité régulière. Ils ont gardé aussi à Saint-Laurent-du-Maroni la petite maison, la petite case à côté avec des activités régulières, et puis ils vont aussi dans ce logement. Moi, je sais que j'ai eu une longue discussion avec la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni et puis les facs, parce qu'il y a totalement un désaccord sur le type en fait d'habitat et d'immeuble, même si c'est faire plus, plus 2 grand maximum. Et c'était très compliqué pour assurer en même temps cet équilibre financier. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'était des R+1, mais avec une entrée individuelle d'un côté et puis une entrée individuelle de l'autre côté, pour bien séparer les personnes. Et un peu ce que vous avez proposé, mais plutôt que les toilettes et la salle de bain soient plutôt vers l'entrée, parce que les gens, ils avaient plutôt l'habitude, en fait, d'aller prendre rapidement les douches quand ils sortaient de l'extérieur, enfin, ils revenaient de l'extérieur, etc. Donc, essayer de trouver, en fait, des adaptations qui pourraient correspondre quand même, mais sans pénaliser la production de logement. Non, mais le vrai premier frein qu'on a sur la population de logement, c'est une espèce de casque pour s'occuper tout seul.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des objectifs de logement à l'hectare. Quand on sortira de ces calculs-là et qu'on parlera de nombre d'habitants à l'hectare, on sortira de ces questions-là de savoir si on fait du rez-de-chaussée, du R+1, du R+5, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui également, c'est qu'on propose des studios et des T1 et des T2, et parce qu'en fait, c'est là où on remplit plus nos objectifs de logement. On multiplie les places de bagnole, parce que si c'est mérité, on est quand même plus sur les T3 que sur les T6. Moi, je finance beaucoup plus de T3. Mais sur la construction On n'est pas globale de dans le l'immobilier, même, je vous assure que dans le parc privé, on est beaucoup plus sur les T2 Ah oui, mais d'accord, c'est un privé. Mais oui. Du HLM, moi, je Ouais, suis mais- dans le logement social. Mais il faut regarder le global, il faut répondre à toute la population. Ce qui fait aussi qu'on multiplie le nombre de places de stationnement, puisqu'on est toujours à 2 places de stationnement par logement, que ce soit un T1 ou un T6, en privé. Ouais. Et en fait, si on comptait juste en nombre d'habitants par hectare, on se rendrait compte qu'on n'a pas forcément besoin de faire du collectif. En fait, le collectif n'est pas forcément la réponse à tout le temps. C'est pas forcément ni le moins cher, ni le plus durable, ni le plus confortable. Et il va falloir en fait sortir de ces questions-là. Quand vous regardez à voilà les Limaco, vous voyez à voilà les Limaco, personne se dit que c'est une zone dense. Non, non, voilà. Vous allez à voilà, les gens sont confort, etc. Quand vous comptez en nombre d'habitants par hectare, en sachant que ça respecte le CCH, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du bidonville ou machin, on est aussi dense qu'une banlieue de la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut, les premiers freins, on se les a mis tout seuls. Il faut identifier ces freins et accepter de réfléchir autrement. Et le problème, en fait, quand vous écrivez un modèle type de construction, c'est que vous êtes encore dans un fonctionnement qui est dicté par des tableaux Excel qu'on s'est donné tout seul. C'est pas la norme qui nous donne le tableau Excel. Okay. Il y a une autre chose, je veux dire, si vraiment on va aller très loin sur la Guyane, on a tous les outils juridiques. Vous avez un article qui concerne les OIN qui dit qu'on peut déroger au financement dans les OIN. Personne n'a jamais appliqué cet article. On pourrait dire qu'effectivement, on est sur un secteur qui est plus compliqué à construire parce que on est sur un terrain naturel, que ça demande des aménagements spécifiques, on est presque sur du lacus, qu'il faut être dans autre chose. On pourrait dire que, OK, on va accepter en fait que sur ce logement-là, je construise plus cher, que je fasse pas des terrasses à 1,5 de la surface de H financée nanana. On pourrait se le dire, on a le droit, c'est dans les textes de loi. Alors, en fait, Personne n'y va. Parce qu'on reste avec nos tableaux Excel. Parce qu'en fait, par exemple, sur la question des éoliennes, on est effectivement nombre d'habitants à l'hectare. Et on sait combien de personnes on doit reloger. On sait ce qui doit être fait, ce qui doit être construit. Maintenant, dans les commissions en fait, OIN auxquelles je participe, on a déjà demandé des dérogations. On a déjà demandé. Maintenant, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et il y a toujours la question de l'équilibre financier. Et l'équilibre financier, c'est qui? C'est l'État qui va financer, c'est la CTG qui va financer. Donc après, comment on boucle le reste du financement? C'est ça aussi la problématique. C'est une réalité. Hein. Oui, bien sûr que c'est une réalité. C'est une réalité. Mais après la réalité aussi, c'est dans les tableaux financiers, quand on fait du rattrapage sur de la gestion du pluvial, sur de l'assainissement d'espaces qui sont déjà construits, qui sont connexes au secteur OIN, il faut l'afficher dans les tableaux à part, quoi. Et surtout que vous avez souvent l'aménagement qui ne suit pas. Oui, bien sûr. Énormément. Là, Et bon. le débat est passionnant. Il s'éloigne un petit peu. Oui, merci. J'allais intervenir. Non, mais c'est pas si facile. Les sujets, effectivement, ils sont passionnants. Et je savais qu'en laissant ça allait créer un débat. Mais c'est volontaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenants et à votre participation. Je vais me permettre du coup de conclure. Donc effectivement, on voit que le sujet de la RTA, non, je sais, a très peu été abordé en fait. Oui, en fait, Ici, le référentiel réhabilitation. Concernant par rapport à NF Habitat, Lisa, pour l'instant, en fait, on ne s'est pas donné encore d'échéance. On a évoqué lors du dernier comité NF Habitat d'enclencher cette réflexion. Maintenant, je ne vous cache pas, avec les orientations financières nationales qui impactent toutes les régions, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai comme enveloppe budgétaire. Donc, pour l'instant,
on va continuer à consolider la construction neuve et puis avancer au moins sur le référentiel RUP des matériaux locaux, ce serait déjà bien. Et puis après, on verra en fonction du budget. Ok, donc avec l'accord des intervenants, je peux vous diffuser les supports qui vous ont été présentés par email et vous retrouverez le replay, du coup, que j'enregistrerai juste après mon intro, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Donc, pour conclure, un petit peu de com pour la fois, je vous présente le programme de formation de cette année, extrêmement lisible, comme vous pouvez voir. Ce début d'année, faire la construction en briques de terre à Mana. On va essayer de l'assurer un petit peu d'énergie. Il y a une plateforme pour les entreprises. Il y a eu La communication pour les entreprises, c'est plutôt orienté entreprise. Ouais, proposeur, c'est vraiment proposeur. On le fait sur nos réseaux déjà. Après, je t'avoue qu'on a un client qui nous a inscrit 17 personnes, donc on a déjà 2 groupes assez conséquents. Il reste de la place pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est à Mana. Donc, il faut les gens sur Saint-Laurent qui sont intéressés, n'hésitez pas à diffuser. On va refaire notre construire avec le développement durable. Appliquer les concepts de développement durable et d'économie circulaire, là c'est beaucoup dans l'acte de construire, c'est beaucoup pour les architectes, pour mettre en ouvrage, à diffuser. Et fin d'année, on parlera d'acoustique, construire en bois, on va la réalité, et la RTA, on fait tous les ans, n'hésitez surtout pas. Pour construire en terre, c'est quand les séminaires? 25-26 modulaires, module 2, là on parle de théorie, on caractérise un peu la Terre. 25-26 fois. Ouais, c'est ça. Fin mars, c'est le module 3, là on commence à mettre les mains sur on fait de la maçonnerie en joint épais et on va faire de l'enduit sur ce qu'on a construit en module 3 en mai, si les souvenirs sont bons. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on inscrit sur notre newsletter, comme ça vous avez les infos. À chaque fois, c'est 2 jours consécutifs, c'est ça? Pour la maçonnerie, oui, pour les enduits, non. Ça sèche. Ah oui, c'est ça. Sèche. Donc, je le dis exactement en tête, mais suivez-nous sur les réseaux. Et donc, les traditionnels rêves d'Aqua, je vous invite à poursuivre les échanges de façon informelle autour d'un jus de fruits pays et de petites bignardistes salées. Merci à vous.